Un illusionniste disparaît en plein acte. Seul Holmes soupçonne qu'il ne s'agit pas d'un tour de passe-passe. Bienvenue à Vérités Obscures. Je suis votre hôte, Léon. Dites-moi, d'où venez-vous rejoindre ce mystère? Vos voix donnent vie à ce monde. J'ai hâte de lire vos commentaires. Alors l'enquête commence. C'est par une froide matinée d'octobre, alors qu'un vent violent soufflait sur les toits de Londres et projetait une brume humide sur les vitres de notre logement de Baker Street, que Sherlock Holmes reçut l'étrange lettre qui nous lança dans l'une des aventures les plus singulières de notre longue et curieuse collaboration. Je m'occupais de mon modeste petit déjeuner, un petit pain, de la marmelade et l'amertume familière du café du matin, lorsque Holmes, assis en tailleur dans son fauteuil, tel un sage oriental contemplant l'encens, poussa une exclamation soudaine. « Vous trouverez cela plutôt stimulant, Watson, » dit-il en agitant l'enveloppe entre deux longs doigts. « Enfin, une affaire pleine d'art. » J'ai haussé un sourcil. « Un autre cambriolage, je suppose? Ou quelqu'un aurait-il égaré un précieux œuf Fabergé? »« Ni l'un ni l'autre, » répondit Holmes. « Ceci, mon cher ami, concerne la disparition d'un homme devant 300 témoins. » Je posai ma fourchette. « Une disparition ?» Les yeux de Holmes brillèrent. « Plus que ça. Un meurtre commis sous couvert de disparition. » Il me tendit la lettre. Le papier à lettres était épais et crémeux, portant l'empreinte de l'Empire Theatre du Strand, l'un des music halls les plus prestigieux du monde théâtral londonien. « Monsieur, Sherlock Holmes, veuillez excuser la brusquerie de cette demande, mais j'ai un besoin urgent de votre aide. Hier soir, lors du dernier spectacle de notre représentation à l'Empire Théâtre, mon interprète principal, Monsieur Dario Zelden, surnommé Zelden le Magnifique, n'est pas réapparu après la fin de son illusion fétiche, la lame et la cloche de verre. La scène a été fouillée. Le mécanisme de la trappe a fonctionné parfaitement. Aucune trace de Zelden n'a été retrouvée. Nous sommes désemparés. Et l'affaire a attiré l'attention injustifiée de la police, ce qui pourrait nuire à la réputation de ma compagnie. Veuillez vous présenter immédiatement. J'ai réservé une salle privée au théâtre pour votre usage. Bien à vous, avec anxiété, Ivor Grab, le directeur, Empire Theatre Holmes se pencha en avant. Notez la retenue dans la formulation de Grable. N'a pas réapparu. Pas présumé mort. Pas en fuite. Juste. Disparu. Je fronçais les sourcils. Ce type n'aurait-il pas pu simplement quitter la scène par un passage secret? C'est précisément ce que la police envisage sans doute. Mais Grable n'est pas un imbécile. Qu'il mette en péril la réputation de son entreprise en faisant appel à moi suggère quelque chose de plus inhabituel. Quelque chose qui défie toute mise en scène. On frappa à la porte. Madame Hudson entra portant un petit colis. « Un monsieur vient de vous livrer ceci, monsieur Holmes. Il dit que c'est lié à votre nouvelle affaire. » Holmes se leva vivement et accepta le paquet. D'une main à droite, il dénoua la ficelle et révéla un objet curieux, une cloche en verre épais, intacte mais légèrement striée de rouge à la base. Watson et moi nous sommes penchés. « Du sang ?» ai-je murmuré. « Peut-être, » dit Holmes en le faisant tourner entre ses mains. « Ou peut-être un pigment censé simuler le sang, nous le saurons bien assez tôt. » Il se dirigea vers sa table de chimie et choisit un flacon de réactif. Tout en préparant une solution, il parla avec cette assurance vive qui accompagnait toujours un soupçon de mystère. « Je connais la structure générale de la plupart des illusions scéniques, Watson, et au fil des ans, je me suis beaucoup intéressé au mécanisme de la tromperie, qu'elle soit criminelle ou théâtrale. Pourtant, qu'un homme disparaisse sans laisser de traces, à la vue d'un public, suggère deux choses. Une erreur de perception ou une manipulation des preuves. Et le sang, Holmes ne leva pas les yeux lorsqu'il déposa une goutte de la trace rouge dans le réactif. La substance mousse doucement, puis vira au violet trouble. « Artificiel », dit-il, « du sang de Seine, un mélange de glycérine et de carmin, efficace sous les projecteurs, mais une piètre imitation sous un examen chimique. » Il se leva et se tourna vers moi, le regard brillant d'une lueur résolue. «
Watson, va chercher ton manteau. On nous attend à l'Empire Théâtre. Quelque chose me dit que ce n'est pas un simple tour de passe-passe. À notre arrivée, l'Empire Théâtre se dressait dans un brouillard de suie et de bruine matinale. Sa large façade et ses piliers corinthiens lui donnèrent l'allure d'un temple dédié à l'illusion. Des affiches ornaient encore la façade. Des images criardes de Zelden le Magnifique, les bras levés en signe de triomphe sous des éclairs peints, ses yeux sombres brillant même à l'encre et à la colle. À l'intérieur, le silence d'une matinée sans spectacle s'était installé. Les machinistes évoluaient à voix basse et une odeur de phare et de sciure flottait dans l'air. Monsieur Ivor Grable, un homme grand et cadavérique aux cheveux lissés en arrière et portant un pince-nez, nous attendait dans le hall drapé de velours. « Monsieur Holmes, merci d'être venu. Je craignais que vous ne croyiez pas à ce rapport. » Holmes retira lentement ses gants, observant l'homme avec intérêt. « Monsieur Grable, je doute rarement de ce que je n'ai pas encore observé. Conduisez-nous sur scène, s'il vous plaît. » La salle du théâtre s'ouvrait largement devant nous. Des sièges vides s'étendaient jusqu'au balcon, et au-dessus de la fosse d'orchestre pendait l'immense rideau rouge, tiré maintenant pour révéler le décor de la représentation de la veille. Un étrange agencement se dressait au milieu d'eux. La scène, une cloche de verre rutilante, des colonnes jumelles et une longue lame luisante suspendue à des câbles au-dessus d'un faux plancher. Les cordes pendèrent lâchement. Il n'y avait aucun signe de dommage ni de désordre. Grable expliqua avec une précision nerveuse. L'illusion devait se terminer avec l'entrée de Zelden dans la cloche. La lame descend, sans faire de mal. Bien sûr. Et lorsque la cloche est soulevée par les assistants, il disparaît. De la poudre aux yeux, vous comprenez. Mais hier soir, il n'est pas réapparu. Ni sous la scène, ni dans les coulisses. Nulle part. Holmes monta sur scène et examina la trappe. Il se baissa, passa un doigt sur le bord et fronça les sourcils. « Les mécaniciens ?» « Une simple charnière lestée avec une fausse plateforme en dessous, » a expliqué Grable. Mais lorsque nous l'avons examinée par la suite, la plateforme était toujours verrouillée, inutilisée. Holmes se tourna vers moi. « Watson, dis-moi, quel est le premier principe de la diversion ?» J'ai cligné des yeux. Pour détourner. Le regard de la vérité ? Exactement. Et quelle plus grande diversion qu'un homme qui disparaît apparemment devant une foule entière. Il arpenta lentement la scène, puis désigna les coulisses. Je parlerai aux assistants. Surtout, à celui chargé de préparer le mécanisme. Grable hésita. Tu devrais voir mademoiselle Celandine, l'assistante de Zelden et sa fiancée. Les yeux de Holmes se rétrécirent. Une complication romantique, dit-il doucement. C'est toujours une variable dangereuse dans une équation. Lors de sa présentation, mademoiselle Celandine se révéla être une femme remarquable d'environ 28 ans, vêtue de noir de deuil, les yeux rouges de larmes, mais pourtant limpide d'intelligence. Elle se tenait dans les coulisses, les bras croisés, comme pour se préparer à l'interrogatoire. « Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise, monsieur Holmes, » commença-t-elle. « Dario et moi avons répété ce numéro des centaines de fois. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. »« Je ne soupçonne pas d'erreur, » répondit Holmes d'un ton neutre. « Dites-moi plutôt ce que vous craignez. » Son souffle s'arrêta. « Peur ?» Il hocha la tête. Elle baissa les yeux. « Il a reçu une lettre il y a 2 jours. Je ne l'ai jamais vu, mais il a changé après. Il est devenu distrait, nerveux, comme s'il était observé. Une lettre. A-t-elle été détruite? Je crois qu'il l'a gardée dans le tiroir à glace de sa loge. Mais la police a déjà tout fouillé. » Holmes se tourna vers Grable. « Je dois inspecter la loge de Zelden. Aucun détail n'est trop petit. Nous ne cherchons pas de preuves. Nous cherchons quelque chose qui n'a pas sa place. Nous avons terminé la première journée de notre enquête au cœur des couloirs des coulisses de l'Empire Théâtre, debout devant une coiffeuse en miroir, entourée des détritus de la vie théâtrale, des pots de peinture grasse, des gants de rechange, des fausses moustaches et du rouge à lèvres. Holmes resta silencieux un long moment, puis souleva délicatement le miroir de son cadre.
Derrière, soigneusement calé, se trouvait un morceau de papier plié. Aucun inspecteur de police n'avait pensé à fouiller. À l'intérieur, le mur. Holmes déplia le mot et fronça les sourcils. Son contenu était bref et menaçant. Le tour se termine quand je le dis. Votre dernier acte est à vous. Monsieur, j'ai ressenti un frisson. Moriarty, murmurai-je. Holmes ne répondit pas. Il plia le mot, le glissa dans son manteau et dit simplement « Aucune illusion n'est parfaite, Watson. Même la plus grande tromperie doit obéir aux lois de la nature. Voyons quelle loi a été violée. » C'est plus tard dans l'après-midi, alors que la pâle lumière de Londres filtrait comme un souffle épuisé à travers les vitres striées de suie au-dessus du couloir arrière du théâtre, que Holmes et moi nous retrouvâmes dans l'étroite loge de Dario Zelden. Le mot que nous avions découvert, grossièrement plié et caché derrière le miroir, reposait sur le comptoir, entre nous, tel un éclat de verre noir. Holmes le tapota doucement du doigt. Les menaces, Watson, sont rarement proférées. Sans motif. Mais c'est la manière dont elle est formulée qui m'intrigue. Le tour se termine quand je le dis. Une phrase qui implique le contrôle, pas nécessairement la malveillance, mais l'autorité. J'ai étudié l'écriture. Elle était massive, sans fioriture. Aucune signature, à part l'initiale, monsieur. Vous pensez qu'elle est authentique. Mon cher ami, un faussaire de notes menaçantes serait plus susceptible d'éviter. Un monogramme ne le proposait pas avec autant d'audace. Holmes se tourna vers le miroir, l'observant avec un regard perçant. Ceci, combiné à l'utilisation de la loge de l'artiste, suggère que l'expéditeur connaissait bien les habitudes de Zelden. Cela place notre mystère dans le monde du théâtre. Il se retourna brusquement. « Allons, Watson, essayons de comprendre le paysage humain avant, de nous plonger plus profondément dans la mise en scène. » Dans un petit salon discret réservé aux consultations privées de M. Grable, Holmes a convoqué de brefs entretiens avec 3 personnes étroitement liées à l'affaire Zelden. Grable lui-même nous a rejoints, rôdant près de la porte avec l'expression d'un homme au bord de la ruine. Le premier à arriver fut un jeune homme à la silhouette étroite et à l'énergie nerveuse. Il se présenta comme étant Vincent Larche, machiniste et technicien des numéros d'illusion de l'Empire. Son regard était constamment errant et il enroulait une corde entre ses doigts tout en parlant. J'ai manipulé la plateforme et le mécanisme de levage, monsieur Holmes. Je l'ai nettoyé et calibré tous les jours. Il n'y a aucun défaut, je vous le jure. Holmes l'examina. Zelden avait-il l'habitude de régler lui-même le mécanisme? Parfois. Il ne faisait confiance à personne, vraiment. Il inspectait tout au moins une fois avant le lever de rideau. Mais hier, Larche hésita. Il semblait distrait. Il a raté la répétition d'avant-spectacle. Ça ne lui ressemblait pas. Holmes pencha la tête. « Et qu'avez-vous pensé quand il n'est pas réapparu ?» Larche déglutit. « Au début, j'ai cru que ça faisait partie du numéro, une nouvelle variante. Mais quand les assistants se sont regardés, perplexes, j'ai compris que quelque chose clochait. » Holmes le congédia poliment et nota quelque chose dans son carnet. « Intéressant. Les assistants n'ont pas été informés du changement. Cela nous indique que Zelden n'avait aucune intention de disparaître définitivement. Ou s'il l'avait fait, il ne l'a pas fait savoir. » Puis entra une femme d'une 50aine d'années, la posture droite et l'expression figée. Elle portait une robe pratique légèrement tachée de poussière de craie. « Madame Endicott », se présenta-t-elle sèchement. Costumière et habilleuse, 26 ans de métier. Holmes inclina la tête. « Étiez-vous proche de Monsieur Zelden ?» Elle renifla, assez près pour lui épingler le col et entendre ses plaintes. Pas plus près. C'était un homme difficile, caractérisé, possessif. Possessif de qui? Madame Endicott hésita. Mademoiselle Celandine. Il était gentil avec elle sans aucun doute, mais il la surveillait. Il la surveillait comme un faucon. Watson haussa un sourcil. Est-ce qu'elle en a voulu? C'est une fille fière, docteur. Même si elle l'était, elle ne le montrerait pas. Mais les murs parlent en coulisses.
Les gens ont remarqué des choses. Des choses? Des disputes discrètes, des contusions au poignet, 1 ou 2 fois. Je ne dis pas qu'il lui a fait du mal, remarquez. Je dis juste que leur histoire d'amour n'était pas rose. Holmes parut pensif. « Avez-vous déjà vu un inconnu s'attarder près de la loge de Zelden ?»« Pas avant-hier. Il y avait un homme avec un chapeau à large bord, à l'allure étrangère. Il traînait près de la sortie de scène, juste après la matinée. Grand, pâle, boitant. Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un? Je ne l'ai pas vu parler, mais il regardait. Quand je suis passé, il a soulevé son chapeau. Je n'ai pas aimé son regard, trop immobile. Le crayon de Holmes s'immobilisa. « Merci, Madame Endicott. Vous m'avez été d'une grande aide. » Le dernier interviewé était un homme vêtu d'un manteau de velours qui entra dans la pièce avec la grâce d'un danseur et un léger parfum d'eau de Cologne et de cendre. Il s'inclina profondément devant nous deux. « Valerio Duval », annonça-t-il. « Maître de cérémonie et prestidigitateur à temps partiel. Je présentais Zelden à chaque représentation. » Holmes plissa les yeux. « Et que pensez-vous de sa disparition, monsieur Duval ?» Duval haussa les épaules avec la plus grande élégance. « Le théâtre a toujours courtisé l'improbable, monsieur Holmes. Peut-être s'est-il lassé de la scène et a-t-il cherché un final grandiose. Tu penses qu'il a orchestré sa propre disparition? Si quelqu'un pouvait le faire, c'était bien Dario. Il était obsédé par l'héritage. Il voulait qu'on se souvienne de lui au-delà du rideau. » Holmes sourit faiblement. « L'héritage, oui, mais pas le mystère. Les magiciens recherchent l'émerveillement, pas l'obscurité. » Les yeux de Duval brillèrent. Peut-être. Ou peut-être cherchait-il à faire disparaître complètement la frontière entre vie et illusion. Sur cette remarque énigmatique, Duval se leva, s'inclina à nouveau et prit congé. Alors que la porte claquait, je me tournai vers Holmes. « Crois-tu que Zelden soit encore en vie ?» Holmes ne répondit pas directement. Il resta debout et fit les 100 pas, le rythme léger de ses pas résonnant dans le salon vide. « Il y a 2 vérités possibles, » dit-il enfin. « Soit Zelden a disparu intentionnellement, le sien ou celui d'autrui, soit il a été contraint de disparaître, par des moyens apparemment impossibles. Dans les 2 cas, ce n'est pas un tour de magie. C'est une tromperie fondée sur l'erreur, la peur ou la ruse. » Il s'arrêta à la fenêtre. « Je crois qu'il faut penser à la fois à la femme qu'il aimait et à l'homme qui le haïssait. » J'ai cligné des yeux. « Tu le détestais ?» Holmes tapota le billet plié. « L'initiale M est un chiffre pour menace. Mais s'agit-il d'une menace personnelle ou professionnelle? Nous ne le savons pas encore. Et n'avez-vous pas trouvé la référence de mademoiselle Celandine à la lettre quelque peu évasive? Elle n'en a parlé que lorsqu'on l'a pressée. J'ai l'intention de la revoir, cette fois sans les distractions d'une assistante en deuil. Nous avons trouvé Miss Celandine assise seule dans la fosse d'orchestre, levant les yeux vers la scène vide. Le rideau de velours était tiré et ses riches plis enveloppèrent la scène du dernier acte de Zelden. Elle s'est retournée à notre approche. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, avez-vous trouvé quelque chose ?»« Peut-être, » dit Holmes doucement. « Mais ce que nous trouvons dépend souvent de notre regard. Dites-moi, Monsieur Zelden avait-il des ennemis au théâtre ?» Celandine secoua la tête. « Il était arrogant, difficile, mais le public l'adorait. L'équipe le craignait peut-être, mais elle dépendait de son succès. Et au-delà de ses murs ?» Elle hésita. Il y avait un homme, avant Dario, un illusionniste, français je crois, Lucien Marat. Ils étaient en rivalité publique, accusés de vol de technique, de sabotage professionnel. Mais Lucien a disparu de la scène, il y a des années. Disparu? Il a arrêté de se produire. Personne ne l'a revu. Dario prétendait avoir pris sa retraite en disgrâce. Mais je me suis toujours demandé si ce n'était pas plus que ça. Holmes hocha lentement la tête. Une seconde disparition. Curieux. Si un illusionniste disparaît et est oublié, c'est peut-être une coïncidence. Si 2 disparaissent, c'est une répétition. Celandine baissa les yeux.
Tu penses que la disparition de Dario est une vengeance? Je pense, a déclaré Holmes, que quelqu'un a mis en scène une illusion dont le public n'était pas le témoin prévu. Il se tourna vers moi. Watson, demain nous irons au théâtre une fois de plus. Non pas pour une représentation, mais pour une autopsie mécanique. Je souhaite revoir la lame et la cloche de verre. Mais Holmes, dis-je, sans Zelden, qui l'exécutera? Holmes plissa les yeux. Nous le ferons, ou plutôt, je le ferai. Le lendemain matin, nous nous retrouvâmes dans la nef sombre de l'Empire Théâtre. Les rideaux de velours pendaient tels de sombres draperies funéraires, et les lumières de la scène demeuraient éteintes, plongeant l'intérieur caverneux dans une pénombre faiblement agitée par les grains de poussière et le craquement de la fosse d'orchestre. Un étrange silence semblait désormais régner sur les lieux, comme si le théâtre lui-même avait pris une inspiration et l'avait retenue, attendant d'expirer une fois la vérité enfin convoquée de ses profondeurs. Holmes se tenait sur scène, son manteau enlevé et ses manches retroussées jusqu'au coude, examinant le gréement avec l'intensité d'un homme déchiffrant des hiéroglyphes. À ses pieds gisait le cœur du spectacle disparu, la trappe circulaire au ras du plancher, la lame d'acier suspendue à des câbles et la célèbre cloche de verre posée sur le côté, tel un reliquaire vide. « Observe, Watson », cria Holmes, en me faisant signe de quitter le parterre. L'illusion repose entièrement sur le contrôle théâtral de la perception. Le public doit croire que Zelden a été entièrement enfermé, puis retiré. La question n'est pas de savoir s'il a disparu, mais quand. Je suis monté prudemment sur scène, les planches craquant légèrement sous mes pieds. Tu veux dire qu'il n'a peut-être jamais franchi la trappe? Exactement. Ou peut-être l'a-t-il fait, mais il est apparu ailleurs que prévu. Holmes s'accroupit près de la plateforme circulaire, effleurant le bord du bout des doigts. Le savoir-faire est impressionnant. La menuiserie de scène, lorsqu'elle est bien réalisée, est une ingénierie de pointe. Remarquez le mécanisme de verrouillage, à ressort, avec un levier qui se réinitialise une fois le bocal soulevé. Très astucieux. Il se tourna vers Vincent Larche, le machiniste nerveux qui nous avait rejoints pour la répétition du matin. Larche se tenait d'un côté des coulisses, tenant un câble enroulé comme une corde prête à être tirée. « Montrez-moi le fonctionnement du mécanisme », ordonna Holmes, exactement comme pendant la représentation. Larche se dirigea vers un buffet et tira un levier. D'un geste sourd-cliqué, le panneau circulaire au sol s'ouvrit pour révéler un étroit puits, profond d'environ 2 mètres, dans lequel descendait une courte échelle. En dessous se trouvait une pièce pas plus grande qu'un placard, tapissée de velours poussiéreux pour étouffer les bruits. « C'est là que M. Zelden s'accroupirait » demandai-je. Larche hocha la tête. « Oui, monsieur. Il descendait. Les assistants soulevèrent la cloche pour révéler sa disparition, puis il s'échappait par le tunnel d'accès sous la scène. Holmes avait déjà descendu la courte échelle. « Et ce tunnel d'accès, où mène-t-il » Larche désigna la cour. Derrière les trappes menant au couloir des vestiaires, juste assez large pour ramper. Il communique avec la réserve principale. Holmes disparut momentanément. J'entendis le bruit de bottes sur le sol, puis sa voix résonna faiblement. « Il n'y a aucun signe de manipulation récente, » a-t-il déclaré. « Pas de sang, pas d'accessoires cassés, et aucune trace de velours n'a été arrachée. » Il en ressortit quelques instants plus tard, époussetant son pantalon. « Si Zelden est entré dans cette pièce, il en est ressorti par les voies conventionnelles, mais vérifions maintenant s'il y est réellement entré. » Il se tourna vers Larche. « Pose la lame. » Le jeune homme se déplaça avec une précision méticuleuse, actionnant un levier et actionnant le système de poulie. La lame suspendue, un large croissant d'acier brillant, commença à descendre lentement le long de 2 rails de guidage. Son mouvement était fluide, théâtral. À son point le plus bas, elle traversait une étroite fente de la cloche, un jeu de perspective destiné à renforcer l'illusion du danger. Holmes se déplaçait comme un chef d'orchestre en répétition. Il se plaça sous la lame suspendue, exactement à l'endroit où Zelden se serait tenu. « Soulève la cloche au-dessus de moi, Watson. »
J'ai hésité. Êtes-vous sûr que c'est... Parfaitement sûr. J'espère que le machiniste connaît son métier. Avec l'aide de l'arche, je soulevai le lourd bocal en verre et le posai sur Holmes, qui s'accroupit. La lame était maintenant suspendue directement au-dessus du dôme. J'avais du mal à croire le drame qui s'était déroulé ici, quelques jours auparavant, rendu banal par la lumière du jour et l'absence d'applaudissements. « D'accord, » dit Holmes d'une voix étouffée. « Lâchez la lame. » L'arche me regarda, alarmé. « Monsieur, êtes-vous certain ?»« Lâche-le, » répéta Holmes. Le garçon obéit. D'un mouvement contrôlé, la lame descendit et passa sans faire de mal à travers la fente, sans rencontrer de résistance. Un léger bruit métallique retentit lorsqu'elle se posa dans son faux support. Quelques instants plus tard, Holmes se releva, souleva lui-même le bocal et s'éloigna. « Élégant, » murmura-t-il. Mais le danger n'était jamais réel, seulement la disparition. Il désigna le fond du bocal. « Remarquez, Watson, cette marque ici, une légère rainure. Le verre a été tourné récemment, plus d'une fois. Je l'ai examiné. La rotation aurait-elle pu cacher quelque chose ?» Holmes esquissa un sourire ironique. « En effet, ou a déclenché quelque chose. Un verrou, un piège, quelque chose qui s'activerait une fois la lame tombée. » Il bougea avec une excitation croissante, s'agenouillant pour inspecter à nouveau les bords de la trappe. « Ah oui, tiens, tu vois cette épingle ?» Je plissai les yeux. Une minuscule épingle en laiton, presque invisible à l'œil nu, dépassait du bord intérieur de la plateforme. « Ceci, » dit Holmes, « ne fait pas partie du système de charnière standard. Il a été ajouté grossièrement, en fait, et recouvert de peinture. Mais regardez comme c'est limé, fabriqué sur mesure. » Il se tourna vers l'arche. « Monsieur Zelden aurait-il autorisé quelqu'un à accéder au mécanisme ?» L'arche secoua la tête. « Personne, monsieur. Il était obsédé par ça. C'est donc Zelden lui-même qui a ajouté ce code, ou quelqu'un possédant la clé de son accès privé. Ce qui, par déduction, réduit la liste à 1 ou 2 personnes tout au plus. » De retour dans les couloirs des vestiaires, Holmes se déplaçait avec une vivacité qui me laissait penser que ses déductions s'alignaient rapidement. « Allons, Watson, j'ai une théorie à tester, et elle ne commence pas par la lame, mais par la cloche de verre. » Nous sommes retournés dans la loge de Zelden. Holmes a récupéré la cloche de verre originale envoyée à Baker Street, celle légèrement maculée de sang de Seine. Il l'a déposée à côté de l'accessoire que nous avions utilisé pour la démonstration. Vous remarquez la différence? Je les ai regardés tour à tour. Ils semblaient presque identiques. Holmes pointa du doigt. Les bords du socle. Sur cet original, il y a une légère crête, usée et lisse, à force d'être retournée. Le second n'en a pas. Celui-ci, il tapota l'original, a été utilisé le soir de la représentation. L'autre est son jumeau, l'accessoire de répétition. Et le sang. Faux, me rappela Holmes, mais placé délibérément. Je crois que la lame a aussi été intervertie. Une vraie à la place de la lame émoussée. J'ai pris une inspiration. Tu crois que Zelden était blessé? Que ce n'était pas un piège? Je pense rarement craindre quelque chose d'assez réel pour préparer une seconde cloche. Peut-être pour tester une théorie. Mais s'il n'est pas réapparu, s'il a disparu de cette chambre sans laisser de traces, il ne s'agit peut-être pas de blessure, mais d'enlèvement. Un enlèvement, peint devant le public, c'est ce qui rend cette affaire si effrayante, dit gravement Holmes. Cela suggère que toute l'illusion a peut-être été déjouée, la plateforme truquée, le tunnel d'accès intercepté, ou... Il marqua une pause, les yeux plissés d'une froide clarté. Quelqu'un dans le théâtre a aidé Zelden à disparaître, volontairement ou non. La matinée déclinait et laissait place au début de l'après-midi, lorsque nous avons quitté le théâtre. Les nuages s'étaient agglutinés pour former un plafond gris et tourbillonnant, et les réverbères à gaz à l'extérieur vacillaient malgré l'heure. Holmes marchait d'un pas rapide, les mains jointes derrière le dos, ses bottes éclaboussant,
Les flaques d'eau peu profondes de Charing Cross Road. Il manque encore un élément, murmura-t-il. La lettre. Le tour se termine quand je le dis. Cela suggère une volonté, un timing, une vengeance. Vous soupçonnez toujours ce Marat? Lucien Marat, un nom à peine murmuré aujourd'hui. Mais autrefois, il rivalisait de gloire avec Zelden. Et puis, l'anéantissement. Un homme comme lui ne disparaît pas de son plein gré. Soit il est détruit, soit il attend son heure. Holmes s'arrêta brusquement. Watson, nous devons localiser Marat. Qu'il soit fantôme, recluse ou adversaire, il détient la clé du destin de Zelden. Et nous devons le faire avant que la scène ne soit détruite et que toutes les preuves ne soient perdues dans la sciure et la mémoire. La recherche de Lucien Marat ne débuta pas dans les ruelles sombres de Soho, ni parmi les bars enfumés de Covent Garden, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un illusionniste déchu, mais plutôt dans une pièce exiguë du 2e étage, de la British Library. C'est là que Holmes avait insisté pour que nous commencions notre enquête, affirmant qu'avant de traquer cet homme, il fallait d'abord comprendre le mythe qu'il avait construit et la ruine qu'il avait consumée. La bibliothèque, bien que bien équipée, avait la légère fraîcheur des objets oubliés. Holmes parcourait les archives comme un homme parmi les pierres tombales, caressant du doigt les dos des revues de théâtre et les journaux jaunis. Je le suivais en silence, bien conscient que lorsque mon compagnon entrait dans cet état, l'esprit fixé et les yeux fixes, il valait mieux s'abstenir de questions futiles. Finalement, il sortit un volume fissuré de Le Miroir théâtral, daté de juin 1884, et l'ouvrit à une page portant une photographie granuleuse. Il tourna le journal vers moi. « Voilà, dit-il, Lucien Marat, au sommet de sa gloire. » L'image montrait un homme grand et aux traits saisissants, un nez arqué, des yeux enfoncés et une barbe imposante taillée en pointe. Il portait une redingote et tenait à la main une canne aux pommeaux d'argent sculptée en forme de serpent. Le titre disait « Marat défie Zelden ». Un duel d'illusions. Se présentera au Lycéum sous le titre, l'article détaillait une querelle publique que Holmes lut à voix haute avec une précision discrète. Zelden, alors en pleine ascension, aurait volé une illusion emblématique de Marat. La soi-disant chambre de la porte ombrée l'accusation donna lieu à un duel d'illusions, un spectacle destiné à couronner l'un d'eux. Mais le soir du concours, Marat ne se montra jamais. Il disparut de sa chambre d'hôtel, ne laissant derrière lui que sa canne à tête de serpent. Holmes tapota la page. Aucune trace, aucune note, et aucun retour sur la scène publique depuis. Une disparition d'un autre genre, Watson. Trop. Symbolique pour un suicide, trop net pour un acte criminel. J'ai levé les yeux. Tu crois qu'il a disparu intentionnellement? Je crois que Marat, comme tous les vrais illusionnistes, cherchait à contrôler sa légende. Mais qu'un tel homme reste silencieux pendant plus de 10 ans. Pas de lettres, pas de dettes recouvrées, pas d'apprentis, bien loin de l'ego que nous découvrons dans cet article. Et s'il ne disparaissait pas volontairement, puis quelqu'un l'a fait taire. Holmes replia soigneusement le journal et le remit sur son étagère. Il faut trouver où l'écho de Marat persiste. Il y a toujours un acolyte, un barman, un habilleur de coulisses, un rival qui observait de trop près. Aucun illusionniste ne se produit entièrement seul. En milieu d'après-midi, nous avions pris un fiacre pour Clerkenwell, où Holmes indiqua au chauffeur un certain Monsieur Ashwell, costumier de théâtre et fournisseur d'accessoires magiques. La boutique se trouvait entre un graveur et un buraliste, ses vitrines obscurcies par des rideaux de dentelle, et la poussière. Une enseigne en bois au-dessus de la porte, écaillée par le temps, portait l'inscription délavée suivante, Ashwell & Co. Arts théâtraux et illusions. À l'intérieur, une odeur de camphre, de laque et de vieux velours flottait dans l'air. Des étalages de capes, de fausses barbes, d'appareils mécaniques et de mannequins rembourrés nous entouraient. De l'ombre émergea un homme mince, le pince-nez aux doigts taché de nicotine. « Monsieur Ashwell » demanda Holmes. L'homme hocha la tête.
Si vous êtes ici pour des pièces d'automate, j'ai bien peur de... Je m'appelle Sherlock Holmes, interrompit doucement mon compagnon. Je cherche des informations sur un homme que vous avez, je crois, équipé. Lucien Marat. Ashwell se raidit. Ses doigts tressaillirent à la mention du nom. C'était il y a longtemps, monsieur, très longtemps. Néanmoins, les souvenirs persistent, répondit Holmes. Et je trouve que le vôtre est le plus fiable de votre métier. Ashwell expira par le nez. Marat était particulier, mais brillant. Il ne m'achetait pas de tours, il commandait. Des modèles sur mesure, des charnières en laiton à ressorts cachés, de faux miroirs à double vitrage. Il payait en or, en francs français la plupart du temps, et arrivait toujours à la tombée de la nuit. Quand a-t-il arrêté de venir ? Demanda Holmes. Il y a 15 ans. Un jour, il a disparu. Il n'est jamais revenu pour sa dernière commande. Qu'est-ce que c'était ? Ashwell ouvrit un tiroir derrière le comptoir et en sortit une boîte couverte de poussière. Il la posa et souleva le couvercle, révélant un objet curieux. Une petite main d'homme automate, repliée en signe d'appel, montée sur un socle en laiton. De minuscules engrenages étaient visibles sous les articulations. Une partie d'un piège, dit Ashwell, conçu pour réagir à la chaleur. Il prétendait que cela compléterait l'illusion d'une présence fantomatique, la main qui attend. Mais j'ai toujours trouvé ça trop macabre. Holmes le ramassa et inspecta le mécanisme avec un vif intérêt. Et vous l'avez gardé tout ce temps ? Ashwell haussa les épaules. Il n'a jamais payé la seconde moitié, et puis, je pensais qu'il reviendrait un jour. Les hommes comme Marat ne disparaissent pas à jamais. Holmes plissa les yeux. Quelqu'un a-t-il demandé de ses nouvelles depuis ? Ashwell hésita, puis dit « Oui, il y a un mois. Un grand monsieur, bien habillé, portait une canne à garniture argentée. Il disait écrire une biographie sur de grands illusionnistes, mais il n'était pas écrivain. Il n'avait pas posé suffisamment de questions sur Marat. Vite trop de choses sur son disparition. Holmes resta bouche bée. Son nom était... Zelden ? Je crois que oui. À l'extérieur de la boutique, Holmes s'arrêta dans la rue étroite, prenant une lente inspiration, tandis que la lumière grise s'épaississait au-dessus des toits. « Il y a un schéma récurrent, Watson, » murmura-t-il. Zelden a contacté Marat peu avant sa propre disparition. Pourquoi ? Pour se réconcilier ? Pour devancer un ennemi ? Ou pour confirmer une menace depuis longtemps enfouie ? Vous pensez que Marat a peut-être réapparu, où n'est-il ? Jamais parti. Il a peut-être erré dans l'ombre, cultivant sa vengeance, et s'il respire encore, il observe probablement en ce moment même, peut-être depuis l'intérieur même du théâtre. Je frissonnai, mais pas de froid. Mais pourquoi attendre 15 ans ? Le regard de Holmes s'aiguisa. Certaines illusions. Watson prennent des années à se préparer. Ce soir-là, nous sommes retournés à Baker Street. Holmes a refusé de dîner et s'est dirigé vers sa table de chimie où il a exposé le mot trouvé derrière le miroir de Zelden et le mécanisme que nous avions récupéré dans la boutique d'Ashwell. Je m'assis près du foyer, la chaleur du feu atténuée par le malaise grandissant dans ma poitrine. « Holmes, dis-je enfin, tu as tout vu. Quelle est ta véritable conviction ? Zelden est-il vivant ? » Il ne se retourna pas. « Je ne sais pas encore, mais je crois que quelqu'un veut nous faire croire qu'il est mort, ou pire, qu'il a disparu de sa propre main. Et cela, ajouta-t-il, suggère que quelqu'un d'autre manipule l'acte. » Il se leva et se dirigea vers son bureau, récupérant une petite enveloppe. Il en sortit un programme de théâtre portant les noms de Zelden, Valerio Duval et Miss Celandine. Holmes désigna le maître de cérémonie. Duval parle par énigme et ne s'attriste pas. Il a parlé d'héritage, pas de perte. J'ai l'intention de l'observer plus en détail. Il se retourna, les yeux brillants. Et demain, Watson, toi et moi, on enfilera le plus vieux costume de tous. J'ai cligné des yeux. Tu veux dire un déguisement ? Il sourit. Pas seulement un déguisement, mon ami. Illusion, point. Nous allons réintégrer l'Empire Théâtre, en tant que spectateur de l'invisible.
Le lendemain soir, le brouillard persistait, bas et tenace, dans les rues de Londres, projetant une auréole, tamisée sur les becs de gaz et atténuant le bruit des sabots sur les pavés. La façade de l'Empire Theatre émergea de la brume avec ses colonnes ornées d'affiches et ses lanternes flamboyantes, portant désormais une inscription imprimée à la hâte. En raison de circonstances imprévues, Zelden le Magnifique ne sera pas présenté cette semaine. Les représentations auront lieu avec un programme révisé. Nous vous remercions de votre fidélité. J'ai lu l'annonce en approchant, mon col relevé pour se protéger de l'humidité. On dirait qu'ils ont décidé de continuer sans lui. Holmes, désormais rasé de près et voûté dans une cape à carreaux marron, hocha légèrement la tête. Ses cheveux noirs étaient parsemés de gris et ses yeux perçants perçaient le vide sous le bord tombant d'un chapeau melon. Même à mon œil familier, il ne ressemblait pas au détective de Baker Street, mais à un avocat à la retraite, amateur de théâtre. Nous sommes entrés dans le hall au milieu d'une foule modeste en soirée. Des curieux, des habitués, quelques messieurs avec leurs étuis à cigares et des dames dont les perles brillaient sous leurs voiles. L'absence de Zelden avait clairement fait sensation, mais le charme du théâtre était resté intact. Il y a quelque chose dans le sang des Londoniens qui s'attache au spectacle, aussi obscure soit-elle. Nos billets portaient la marque d'une loge privée, un détail que Holmes avait arrangé grâce à l'un de ses nombreux contacts dans le milieu culturel interlope de la ville. De ce modeste perchoir, nous aurions une vue dégagée sur la scène et le public. Tandis qu'on nous escortait dans le couloir, je me suis penché vers lui. « Qu'est-ce qu'on guette exactement, Holmes ?»« Pas la mise en scène, » répondit-il. « Doucement. C'est l'illusion. Ce soir, on regarde les illusionnistes. » La loge offrait une vue imprenable sur le fonctionnement interne du théâtre. En contrebas s'étendait l'auditorium, à moitié plein mais bruissant d'impatience. L'orchestre s'accordait et le rideau de velours rouge palpitait doucement comme s'il respirait. Holmes ajusta son siège et sortit une paire de petites jumelles d'opéra de son manteau. « Là », murmura-t-il en inclinant les objectifs. « Loge numéro 3, côté cour, c'est Duval. » Je suivis son regard. Le maître de cérémonie était assis de profil, son manteau de velours emblématique, reconnaissable entre mille même dans la pénombre. Il se pencha légèrement en avant, son attention fixée non pas sur le rideau mais sur le public. Ses doigts tapotaient au coudoir, un rythme que lui seul semblait comprendre. « Il observe la foule, » dit Holmes. « Pas la scène. Il est curieux. » Et mademoiselle Chélidoine? Holmes parcourut les rangées du regard. Absent, Grable non plus. Mais regardez, juste sous le balcon, l'homme en manteau gris, chapeau à larges bords et gants. Remarquez sa boiterie. Je l'ai fait. Le mystérieux inconnu de madame Handicott? C'est possible. Mais surtout, il surveille Duval. Les lumières s'éteignirent. Un silence s'installa. L'ouverture commença, lumineuse, cuivrée et absurdement joyeuse. Un instant plus tard, le rideau se leva. Ce qui suivit fut une curieuse réinterprétation du programme habituel du théâtre. Sans le numéro phare de Zelden, la soirée avait été bricolée à partir de numéros secondaires. Un cracheur de Toiseau, feu aux sourcils épais, un violoniste en robe verte et une troupe comique suscitant plus de confusion que de rire. Mais c'était l'acte final, une étrange substitution intitulée « La salle de disparition », ce qui a attiré toute l'attention de Holmes. Une silhouette solitaire apparut sur scène, vêtue d'une cape noire et d'un chapeau à large bord. Son identité était masquée, sa voix déformée par un cône. « Mesdames et messieurs, » entonna-t-elle, « ce soir vous assisterez non pas à la disparition d'un homme, mais à la disparition d'un souvenir. » Une grande armoire trônait au centre de la scène. Deux assistants, également vêtus, l'ouvrirent pour révéler un intérieur en miroir. L'artiste principal entra, ferma la porte, et de la fumée s'échappa. L'armoire trembla. Lors de sa réouverture, il était vide. Le public applaudit, quoique avec hésitation.
La silhouette avait disparu sans fanfare ni faste. Holmes se pencha en avant et murmura avec urgence « Ce n'était pas un numéro de théâtre classique, c'était un message. » J'ai cligné des yeux. « Un message? À qui? » « Pour nous, ou pour quelqu'un d'autre qui nous observe. Il y a ici un écho de l'illusion disparue de Marat, la chambre de la porte ombrée. Il a un jour réalisé un numéro de miroir qui a mis fin à sa carrière. Zelden l'aurait volé. Maintenant quelqu'un le ressuscite. » Avec un symbolisme théâtral délibéré, Holmes se leva. « On va dans les coulisses. Il nous a fallu un peu de persuasion et un peu de diversion avec un vieux machiniste qui avait reconnu Holmes d'une précédente enquête, mais nous avons réussi à entrer par les ailes est, nous faufilant, à travers le dédale de gréements, de poulies et de caisses d'accessoires, jusqu'au couloir des artistes. L'air était lourd de poudre et de transpiration, et une odeur de fard à joues imprégnait chaque rideau. Dans le vestiaire marqué maître des cérémonies, nous avons trouvé Valerio Duval assis devant un miroir, appliquant de la gomme à mâcher sur le bord d'une fausse moustache. « Ah !» dit-il sans se retourner. « Les messieurs silencieux de la loge 7. » Holmes s'avança. « Monsieur Duval, vous ne semblez pas surpris. » Duval fixa le dernier brin et se tourna vers nous, l'éclat de son regard n'ayant rien de théâtral. « Mon cher monsieur Holmes, si votre déguisement est admirable, votre posture est inimitable. » Holmes s'autorisa un léger sourire. « Alors peut-être vous attendiez-vous à ma présence ce soir. Je espérais. Pour ça, corrigea Duval. Si vous êtes là, c'est que la partie n'est pas encore terminée. C'est réconfortant. » La voix de Holmes se durcit. « À quel jeu faites-vous allusion, monsieur ?» Le sourire de Duval s'effaça. « Celui que Zelden jouait avant sa disparition. Il est venu me voir il y a des semaines, effrayé. Il m'a dit avoir été contacté par un fantôme. » Les yeux de Holmes se plissèrent. Un fantôme avec l'initiale M. Duval hocha la tête. « Oui, il n'a pas dit le nom, mais il a décrit la lettre. Et il m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Et si Lucien Marat n'était pas mort? »« Et que lui as-tu dit ?»« Je lui ai dit, dit Duval doucement, que si Marat était revenu, ce n'était pas pour se produire. » Holmes croisa les bras. « Tu connaissais Marat? » Duval soupira. « Autrefois. J'ai été son apprenti brièvement, non pas dans les illusions, mais dans la philosophie qui les sous-tend. Marat croyait que la diversion n'était pas simplement un art, c'était une éthique. Il ne voulait pas tromper les gens. Il voulait qu'ils remettent en question ce qu'ils croyaient être vrai. Et rarement, il s'est approprié les principes de Marat et en a fait des cascades. Le public l'adorait, mais Marat le traitait de voleur de sens. Lorsque Zelden a copié le numéro de la porte ombragée, Marat a été humilié, non pas par le vol, mais par les rires de la foule. Holmes resta silencieux pendant un long moment. Puis il a demandé « Croyez-vous que Marat est vivant ?» Duval n'hésita pas. « Oui. »« Et où est-il » Duval détourna le regard. « Plus près que tu ne le penses, nous. » Sommes sortis de la loge. Holmes d'une mine inhabituellement sombre. Il ne dit rien tandis que nous traversions les couloirs sombres, s'arrêtant seulement une fois devant la garde-robe d'accessoires, aujourd'hui abandonnée. Il en fit le tour, puis s'agenouilla. « Watson, » dit-il lentement, « touche ici. » J'ai posé une main contre le panneau arrière. Le bois était chaleureux. « Une nouvelle utilisation d'une conduite de gaz, » dit Holmes. La fumée n'était pas théâtrale, elle était fonctionnelle. Cette armoire mène quelque part. Un tunnel peut-être. Il se leva et tapota le plancher. Il y a des traces, mais pas de poussière sur les roues. Ça veut dire qu'il n'a été déployé que ce soir. Il se redressa, les yeux brûlants. Le spectacle de ce soir n'était pas une illusion. C'était une répétition, et celui qui l'a interprété voulait s'assurer que nous le regardions. De retour à Baker Street, Holmes passa la nuit à éplucher un registre de théâtre qu'il avait emprunté à M. Grable plus tôt dans la journée. Noms, réservations, paiement, tout y était consigné.
Voilà, dit-il soudain en poignardant la page. Un fournisseur, Velmont Specialties. Raccord de gaz, miroir, compartiment secret. Reconnaissez-vous ce nom, Watson? Je ne l'ai pas fait, parce que c'est faux, dit-il. Un pseudonyme, probablement utilisé par Marat ou un de ses alliés. Et l'adresse de livraison? Il m'a remis le grand livre. On pouvait y lire. Spécialité Velmont. Livraison à l'entrepôt 12. Limehouse Basin. Holmes a fermé le livre. Watson, je crois que nous sommes invités au dernier acte. Mais si nous ne sommes pas préparés, nous risquons de disparaître non pas comme Zelden, mais comme Marat. C'était une nuit désagréable pour s'aventurer dans les quais. Le brouillard, plus épais maintenant et jaune de suie, s'insinuait dans les ruelles de Limehouse comme une créature vivante, s'enroulant autour des caisses, des lampadaires et des coques rouillées des péniches à l'arrêt. Les réverbères à gaz clignotaient par intermittence le long de l'étroit quai, projetant des reflets déformés dans l'eau noire en contrebas. Le bassin de Limehouse, toujours source d'inquiétude, semblait particulièrement maudit sous cette voûte lugubre. Holmes et moi sommes arrivés peu après 11 heures, déposés au coin d'une rue déserte de poissonniers par un chauffeur de taxi qui a murmuré une prière avant de retourner précipitamment son cheval vers le Strand. Holmes se déplaçait avec une précision rapide, son long manteau claquant derrière lui dans le vent saumâtre. Il tenait une canne à la main, mais je savais qu'elle dissimulait une lame fine. Quant à moi, je portais mon revolver de service, rangé dans son étui sous mon pardessus, et j'essayais de ne pas m'attarder sur le frisson qui m'avait parcouru l'échine. Entrepôt numéro 12, murmura Holmes en consultant l'adresse sur le registre. Là, à côté des silos à charbon. Le bâtiment surgit de la brume, un vieil entrepôt de marchandises en briques avec de larges grilles dont les portes massives étaient fermées par une chaîne de fer cadenassée. Ses fenêtres, certaines brisées, fixèrent la nuit comme des yeux aveugles. Holmes examina la serrure, passa un doigt sous le rebord rouillé, puis sortit un crochet de sa poche intérieure. La serrure céda dans un bruit silencieux, cliqué, et nous nous sommes glissés à l'intérieur, les grandes portes grinçant derrière nous avec le gémissement de la désuétude. Nous avons été immédiatement engloutis par l'obscurité. Holmes alluma sa lanterne, protégeant le faisceau d'une main, et balaya lentement la pièce de lumière. Des caisses en bois et des palettes de fret gisaient empilées comme des caveaux funéraires sur le sol en béton. Une légère odeur d'huile moteur flottait dans l'air, mêlée à quelque chose de plus insaisissable. De la poussière, certes, mais aussi de la cire et peut-être du vernis. « Ce n'est pas un entrepôt ordinaire, » murmura Holmes. Il s'enfonça plus profondément, le faisceau de lumière captant d'étranges formes, des plateaux de scène adossés à un mur, une fausse cheminée, une plateforme roulante sur laquelle étaient fixées de fausses bibliothèques, des accessoires de théâtre, des éléments de décor, tout un atelier d'illusionnistes enfoui ici. Je le suivis en silence, les nerfs à vif. Chaque pas résonnait trop fort. Un craquement lointain me fit lever les yeux au ciel, même si les chevrons restaient cachés. Holmes s'arrêta devant une caisse marquée spécialité Velmont Hill, l'ouvrit avec la crosse de son bâton. À l'intérieur, brillant sous la lumière des lampes, se trouvaient des serpentins de tuyaux en cuivre, des panneaux de miroirs et plusieurs rideaux de velours. Au fond, une fausse main était repliée sur elle-même, ses doigts segmentés comme ceux d'un mannequin étrangement semblable à l'automate que nous avions vu dans la boutique d'Ashwell. « Confirmation, » murmura Holmes. « Marat ou quelqu'un utilisant ces méthodes. Ces pièces n'ont pas été envoyées au théâtre. Elles ont été fabriquées ici. »« Mais pourquoi le cacher ?» demandai-je. « Si c'est la préparation d'un spectacle, pourquoi ? Un tel secret ?» Holmes plissa les yeux. « Parce que cette représentation n'a jamais été conçue pour le théâtre. Ce n'est pas une illusion de divertissement. C'est une illusion en tant qu'stratégie. » Il leva à nouveau la lanterne et se figea. Contre le mur du fond, caché par une bâche déchirée, se dressait une structure particulière.
Nous nous sommes approchés. C'était une armoire haute, ornée, en acajou poli. Elle ouvrait 2 portes, avec des incrustations de verre gravées et des garnitures en laiton. Sur le dessus était gravée la phrase latine suivante « J'oublie la lumière et l'ombre. Oublie lumière et ombre. » Holmes s'avança et posa une main sur la porte. « Le chambre de la porte ombrée. » murmura-t-il. L'ultime. Illusion de Marat, soi-disant détruite après sa disparition. Et pourtant elle est là. Est-ce que c'est fonctionnel? Ai-je demandé. Holmes ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il tendit la main et ouvrit lentement les portes. À l'intérieur, les surfaces réfléchissantes reflétaient nos images au centuple, fracturées et déformées. Le sol était creux, un mécanisme de trappe, dont les verrous brillaient fraîchement huilés. Holmes s'accroupit et examina le cadre. « Des modifications récentes ?» murmura-t-il. « Et là, remarquez ce panneau. Il coulisse. » Il appuya sur un loquet caché. Un compartiment latéral s'ouvrit brusquement. À l'intérieur se trouvait une enveloppe. Holmes l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un mot, rédigé, d'une écriture délicate sur du papier crème. Croire à la magie, c'est abandonner la raison. Mais craindre l'illusion, c'est abandonner son propre moi. Le dernier acte approche. Vous êtes le bienvenu, monsieur Holmes. Mais aucune place n'est sûre lorsque la scène disparaît. Il n'y avait pas de signature, juste un symbole. La tête de serpent sculptée. Holmes le fixa pendant un long moment, les sourcils froncés. Soudain, il se leva. Il faut y aller. Tout, de suite. Qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes pas seuls. Alors même qu'il parlait, un doux son résonna d'en haut, l'incontournable craquer de pas sur une passerelle en fer. Je me suis retourné, levant ma lanterne, et j'ai aperçu un mouvement vacillant dans les chevrons. Holmes me saisit par la manche. « Reste à couvert, direction la sortie est. » Nous avancions rapidement, nous faufilant entre les caisses. Derrière nous, le silence s'épaississait, trop total, trop délibéré. Puis un autre bruit retentit, le cliquet d'un mécanisme. Holmes se retourna. À terre, un éclair de lumière a éclaté derrière nous, et une partie du sol de l'entrepôt s'est effondrée vers l'intérieur avec une fissure. Un piège à fosse, astucieusement truqué, dont les bords sont tapissés, de bois éclatés et de pointes dissimulées. Si nous avions été un peu plus lents, nous aurions disparu dedans. Les yeux de Holmes flamboyèrent. Il a construit son théâtre ici. Une scène de disparition et de mort. Nous atteignîmes la sortie latérale, une étroite porte de maintenance, et débouchâmes dans la nuit étouffée par le brouillard. Derrière nous, l'entrepôt redevint silencieux, le piège réactivé, l'illusion préservée. Holmes resta plié en deux un instant, essoufflé. Puis il se redressa et fixa la silhouette sombre. Il savait que nous allions venir. Ce n'était pas un avertissement. C'était qu'un performance. Tu crois que Marat est là, vivant? Je crois que nous sommes entrés dans le prologue de son chef-d'œuvre, dit Holmes d'un ton sombre. Et il n'est pas bâti sur la mise en scène, mais sur la vengeance. De retour à Baker Street, j'allumai le feu et versai une mesure de cognac à Holmes. Il resta assis en silence un long moment, la note et le symbole à tête de serpent posés soigneusement sur le bureau à côté de lui. Il ne s'agit plus seulement de Zelden, dit-il enfin. Il s'agit d'héritage, de rivalité et de guerre psychologique. Marat, ou son disciple, a mis en scène cela comme l'aboutissement d'une longue et amère philosophie. Il s'est tourné vers moi. Il faut aller plus loin, Watson, dans l'esprit de Marat, dans son histoire. Quelque part, enfouie, sous des années d'ombre, se trouve la première tromperie, celle qui a engendré toutes les autres. Et rarement, les yeux de Holmes brillaient à la lumière du feu. Il est soit le public, soit le sacrifice. Le lendemain matin, nous nous retrouvâmes dans la quiétude de Baker Street, même si cette tranquillité ne s'étendait pas à Holmes lui-même. Il arpentait la cheminée comme une ombre agitée, les doigts croisés sous le menton, le regard lointain mais brûlant d'une lumière intérieure. Le mot de l'entrepôt,
L'invitation griffonnée avec une élégance moqueuse était posée sur la table à côté de son petit déjeuner intact. Pour ma part, j'étais assis à proximité, le Times ouvert devant moi, même si l'encre devenait floue tandis que j'essayais de digérer les événements de la nuit. Le piège à fausse de l'entrepôt Nerero 12, la résurrection du chambre de la porte ombrée et l'emblème à tête de serpent s'étaient transformés en un symbole de quelque chose à de plus ancien, de plus sombre et de bien plus calculé que la rivalité sur scène. Holmes, risquai-je enfin, où mène cette piste maintenant? Le piège et le message ne laissent aucun doute. Marat est non seulement vivant, mais il nous observe. Holmes marqua une pause. Marat était plus qu'un simple homme de spectacle, Watson. C'était un philosophe de l'illusion, un théoricien, qui ne cherchait pas seulement à tromper l'œil, mais à déconstruire la réalité. Pour comprendre ce qu'il pourrait encore faire, il faut reconstituer ce qui l'a poussé à disparaître. Il se tourna vers le bureau et en sortit un dossier, déjà rempli de fragments collectés au cours des 3 derniers jours. Noms, fragments de correspondance, croquis d'appareil. Il le tapota pensivement. Je crois que Marat s'est délibérément détruit, du moins en réputation. Mais pas physiquement. L'homme qui disparaît complètement ne laisse aucun accessoire de théâtre derrière lui. La canne serpent était trop symbolique. On l'a laissée là pour qu'on la retrouve. Et Zelden le savait, ajoutai-je. Il est allé voir Ashwell. Il a visité l'entrepôt. Il s'attendait à quelque chose. Les yeux de Holmes brillèrent. Alors marchons sur les traces de Marat, avant que son nom ne soit réduit en poussière. Notre première destination fut les archives privées du British Museum, une collection moins connue de documents personnels, de critiques et de matériel. Promotionnel datant de l'âge d'or de la scène londonienne. Grâce au contact de Holmes avec un historien du théâtre nommé Pelham Garroway, nous avons eu accès à un petit coffre contenant des documents éphémères reliés. Garroway, un homme dégingandé aux sourcils sauvages et passionné de gants parfumés, nous a accueillis sous le dôme de la lucarne de la salle de lecture. « Vous avez tout à fait raison d'être intrigué par Marat », dit-il en sortant un folio relié en cuir des archives. C'était une force de transformation, pas un filou. Il voyait les illusions comme des constructions éthiques, ce qu'il appelait la machine morale de la perception erronée. Holmes haussa un sourcil. « Vous semblez presque admiratif. »« À vrai dire, » répondit Garroway avec un soupir mélancolique, « je le suis, mais bon, j'ai eu la chance de lire ce que d'autres ont brûlé. » Il ouvrit le folio et découvrit des programmes annotés à la main, des lettres privées et d'étranges diagrammes. L'un d'eux retint son attention, le croquis d'un appareil intitulé l'Arche du Perditor. « L'Arche du Perditor » demandai-je. Garroway hocha la tête. Une illusion de cabinet n'a jamais fonctionné. Marat l'a conçu pour imiter la résurrection. Un homme entre 2 sortes. Une absurdité philosophique, ou peut-être une métaphore. Il prétendait que cela dédoublait le moi par la tromperie. Zelden a rejeté cette idée comme une folie. Holmes étudia le croquis. « Et qu'est-il advenu du dessin original? Confisqué, répondit Garroway. Après la disparition de Marat, Scotland Yard en a pris possession lors de sa brève enquête, soupçonnant un suicide ou une instabilité mentale. Aucune inculpation n'a été retenue, aucun crime n'a été allégué. La piste est restée lettre morte. » Holmes referma doucement le folio. « J'aurais besoin d'une liste de tous ceux qui ont travaillé sous les ordres de Marat durant sa dernière saison, surtout ceux qui ont disparu peu après. » Garroway sortit un crayon de derrière son oreille. « Je peux vous en donner 4. Une équipe de tournage, un assistant et une doublure. Mais un seul a complètement disparu, un illusionniste nommé Léontès Gray. » J'ai levé les yeux. « Un autre artiste ?» Garroway tendit à Holmes une photographie granuleuse et décolorée. Elle montrait un homme aux yeux pâles et au visage anguleux, debout à côté de Marat et tenant ce qui semblait être la canne serpente originale. « Léontès Gray, dit-il, un mentaliste et un expert de l'évasion, disparu la même semaine. Que Marat. Pas de traces écrites, pas de nécrologie. Rien. »
Holmes fixa l'image. Si Marat cherchait un double, un disciple, ce serait l'homme qu'il fallait. En fin d'après-midi, nous étions assis dans un salon baigné de courants d'air, à la périphérie sud d'Islington. Notre hôte, une costumière à la retraite nommée Elspeth Dorian, avait travaillé au Lycéum, théâtre pendant l'année fatidique de la disparition de Marat. Le temps l'avait alourdi, mais sa mémoire, comme Holmes l'avait prédit, était restée vive. « Lucien Marat », dit-elle en sirotant son thé, les doigts tremblants. C'était un génie cruel, monsieur Holmes, doux avec le public, mais sévère avec ceux qui étaient derrière le rideau. Il se prenait pour un prophète. A-t-il déjà parlé de disparition? Oh, pas exactement, mais il l'a répété. Holmes se pencha en avant. « Tu as répété? Tous les vendredis après les heures de travail, dit-elle. Il verrouillait les portes de la scène, faisait sortir l'équipe et disparaissait. Dans les coulisses. Une fois, j'ai attendu. Je me suis caché près du système d'éclairage. Il est réapparu presque 2 heures plus tard par une trappe qui ne figurait pas sur les plans. Holmes échangea un regard avec moi. Quelqu'un d'autre était au courant? Seulement Léonte, dit-elle. Cette pâle créature le suivait comme un chien, silencieuse mais toujours aux aguets. Et puis un jour, ils disparurent tous les deux. Marat a-t-il jamais parlé de Zelden? Ses lèvres se pincèrent. Il le détestait. Il disait qu'il transformait la philosophie en pantomime. La dernière chose que j'ai entendu Marat dire, c'est « Ils oublieront son nom et ne se souviendront du mien que lorsque l'illusion sera complète. » J'ai cru à une métaphore. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. À la tombée de la nuit, Holmes et moi retournâmes à Baker Street, le vent d'Est se levant et une étrange tension s'installant entre nous. Les photographies, les croquis d'archives, les souvenirs murmurés. Tout cela évoquait non pas un homme perdu dans la disgrâce, mais quelqu'un dont la plus grande illusion n'était pas la disparition, mais transformation. Holmes alluma sa pipe et regarda le feu. Marat devait devenir une idée, dit-il. Et pour cela, il devait se débarrasser de l'homme, soit en simulant sa mort, soit en adoptant une autre vie. Léonte Gray était peut-être le masque qu'il portait par la suite, ou l'élève devenu maître. Je suis resté silencieux, pendant un moment, regardant les volutes de fumée s'enrouler vers le plafond, puis j'ai demandé « Pensez-vous que Zelden a appris la vérité ?» Holmes s'est tourné vers moi. Je crois que Zelden a retrouvé Marat, ou ce qu'il en restait, et je crois qu'il a conclu un marché. Je me suis penché en avant. Une bonne affaire? Holmes hocha lentement la tête, pour créer ensemble l'illusion finale. Mais l'un d'eux a trahi l'autre. Zelden a disparu en plein acte, Marat laisse des messages, un homme a été réduit au silence, et l'autre contrôle désormais le rideau. Juste à ce moment-là, il y eut un doux robinettat à la fenêtre. Holmes se leva et l'ouvrit, révélant un garçon en haillons, un irrégulier de Baker Street. Le garçon lui tendit une enveloppe scellée et disparut dans le brouillard. Holmes l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un seul billet, épais et doré sur les tranches. Les mots imprimés sur le devant se lisent comme suit. Le gambit de l'illusionniste, une seule nuit, minuit, engagement privé, théâtre Empire. Holmes me l'a remis. Sans un mot. Nous le savions tous les deux. L'acte final avait été fixé. Le brouillard revint en force ce soir-là, déferlant de la Tamise telle une marée de laine. Il semblait déterminé à engloutir la ville entière, étouffant les cris des vendeurs ambulants et tamisant même les plus audacieux réverbères. Sous ce voile de silence et de suie, Holmes et moi nous préparions à ce que nous soupçonnions tous deux d'être l'acte le plus périlleux de notre enquête. L'invitation, le billet gravé avec l'écriture dorée, le gambit de l'illusionniste, une nuit seulement, était assis sous la lampe sur la table de notre salon, sa présence à la fois évidente et inquiétante. Holmes l'avait étudié pendant plus d'1 heure sans prononcer un mot. À présent, alors que l'horloge approchait, de 11h30, il sortit de sa rêverie et se leva avec une décision soudaine. « Tu as ton revolver, Watson, j'ai tapoté la poche intérieure de mon manteau. Chargé et prêt. »
Bien. Ce soir, ce n'est pas une performance. C'est une confrontation déguisée en spectacle. Il se tourna vers l'étagère près de la cheminée et en sortit une pochette en cuir compact contenant ses outils de crochetage, son piège à fil et une petite fiole de vapeur assommante inodore. D'un autre tiroir, il sortit un masque de théâtre aplati en laque blanche et l'attacha à une boucle de ruban noir. Je fronçai les sourcils. « Tu t'attends à des déguisements. Je m'attends à du théâtre, mon cher Watson, mêlé à la tromperie. Les masques ne sont pas simplement un moyen d'anonymat. Ils sont un signal. Ce soir, nous entrons dans un rituel dont les règles nous échappent encore. » Il m'a tendu un deuxième masque, de conception identique. « Marcher dans le théâtre d'un magicien, dit-il. C'est accepter de faire semblant. Nous devons faire semblant d'être le public, jusqu'à ce qu'on nous autorise à devenir les acteurs. À 10 minutes avant minuit, nous sommes arrivés au théâtre Empire. Le bâtiment se dressait dans une flaque d'ombre baignée de brouillard, bien plus silencieux que son animation habituelle. Aucune lumière n'ornait le chapiteau. Aucune voiture ne bordait le trottoir. Les portes, cependant, étaient légèrement entr'ouvertes. Holmes marqua une pause. Il n'y a pas de billetterie, pas de placeur, pas de file d'attente. Et pourtant, notre présence était attendue. Nous sommes entrés. Le vestibule n'était éclairé que par une rangée de candélabres posés au-dessus du guichet, leurs flammes vacillant sur le verre fissuré. L'air sentait vaguement l'huile essentielle de lavande et la cire de bougie, le tout recouvert d'une odeur plus ancienne, du velours humide de poussière. De l'obscurité, au-delà, s'échappait un son ténu, une vieille valse, jouée sur ce qui devait être un gramophone usé. Un homme de grande taille se tenait près de l'entrée de la maison, vêtu d'un long manteau sombre avec un col rigide et un demi-masque sur le visage. Il inclina la tête. « Votre invitation, messieurs Holmes. » Lui tendit le billet doré. L'homme masqué hocha la tête et fit un geste silencieux vers les portes intérieures. « Est-ce une production privée ?» demanda Holmes. L'homme ne parla plus, mais se retourna et disparut dans un couloir latéral, nous laissant seuls. Holmes me lança un regard. « Si nous voulons être des fantômes, Watson, marchons comme des esprits à l'intérieur de l'auditorium. » Les sièges étaient presque entièrement vides, à l'exception de quelques silhouettes, peut-être une douzaine en tout. Chacune était parfaitement immobile, masquée et vêtue de tenues de soirée sombre. Personne ne s'est retourné pour nous regarder entrer. La fosse d'orchestre était silencieuse. La scène aussi était plongée dans l'obscurité, le rideau baissé flottant légèrement, comme dans l'attente d'un signal tacite. Nous avons pris nos places au premier rang. Quelques instants passèrent. Puis une lumière s'alluma au-dessus de la scène. Un projecteur ambré, une silhouette s'avança dans l'obscurité. Grand, mince, vêtu d'un frac noir et de gants blancs. Il portait un masque gravé d'un sourire narquois permanent, dont l'expression figée par la moquerie. Il a écarté les bras. « Mesdames et messieurs, » entonna-t-il d'une voix anormalement amplifiée, « bienvenue au point culminant d'une décennie. De tromperie. Ce soir, ce n'est pas pour les applaudissements, mais pour le souvenir, pour ceux qui ont été oubliés, pour ceux qui ont été effacés, et pour ceux qui ont osé imiter le maître. » Il claqua des doigts. Le projecteur disparut. Des lampes à gaz flamboyaient le long du périmètre de la scène, illuminant une grande armoire au centre de la scène, l'image même de la chambre de la porte ombrée. Les garnitures en laiton scintillaient sous les lumières. Le serpent sculpté au-dessus de l'arche brillait à nouveau. Holmes se raidit à côté de moi. « Ce n'est pas une reconstitution. C'est l'original. » La voix de la silhouette revint. « Un homme entre, dit-il. Deux émergents. Le moi divisé. L'illusion incarnée. Mais attention, celui qui revient n'est pas toujours celui qui est parti. » Il s'approcha de l'armoire et ouvrit les portes, révélant un intérieur en miroir identique à celui que nous avions vu dans l'entrepôt. Il fit un geste vers la foule qui s'avancera et verra ce qui se trouve au-delà du voile. Personne n'a bougé puis, des coulisses, deux assistants surgirent, masqués et silencieux.
Entre eux, trébuchant légèrement, marchait un homme, la tête cagoulée, et la silhouette inclina la tête. Puis elle parla calme et glaciale. « Ah, mais monsieur Holmes, qu'est-ce que la performance, sinon l'art de l'enlèvement? On prend l'œil, l'oreille, l'esprit, et on les retient captifs. Quelle différence si, on prend maintenant le corps, sur ce les portes de l'armoire se sont refermées. Un éclair de fumée blanche a éclaté. Une fois dégagé, le placard était vide, il était rarement parti. Les assistants masqués se retirèrent dans l'ombre. Holmes s'avança vers la scène, mais alors qu'il atteignait la fosse d'orchestre, une autre silhouette apparut, ni masquée ni drapée, mais grande, pâle et indubitablement familière Duval. « Faites attention, monsieur Holmes, dit-il. Vous n'êtes plus à Baker Street, vous marchez dans la logique de l'illusion, et la logique, comme la fumée, peut être façonnée. » Holmes plissa les yeux. « C'est toi qui as orchestré ça. » Duval sourit tristement. « Je n'étais que l'ouverture. Le véritable compositeur attend derrière le rideau final. » Il a levé la main. Les lumières de la scène se sont éteintes. Nous étions plongés dans l'obscurité. Pendant un long moment, tout ce que je pouvais entendre était le son des battements de mon propre cœur et le faible crépitement d'une bougie qui coulait quelque part très haut, puis un murmure pas plus fort qu'un souffle. Holmes, cela venait de la scène. Holmes, encore. Holmes sortit sa lanterne et projeta son faisceau vers l'avant. L'armoire était maintenant ouverte. À l'intérieur, assis sur le sol en miroir, se trouvait Zelden, immobile, les yeux ouverts, pâle comme un os. Nous nous sommes précipités. Holmes s'est agenouillé et a appuyé 2 doigts sur le cou de l'homme. « Vivant, dit-il, mais drogué. » Dans l'obscurité au-dessus, un rire doux résonna, un son qui glaçait la colonne vertébrale plus que n'importe quel cri. Puis vint la voix, calme, amusée, empreinte d'un accent indéfinissable. « Bravo, monsieur Holmes. Vous êtes arrivé à l'entracte. Mais attention, le 2e acte coûte toujours plus cher. » Pendant un moment, tout était calme. Sherlock Holmes s'agenouilla près de l'illusionniste drogué, les doigts pressés contre le pouls qui palpitait, lent mais régulier, sous la peau moite de Zelden. La voix étrange qui nous avait raillés dans l'obscurité s'était évanouie, ne laissant que l'acoustique creuse du théâtre et le faible crépitement des lampes mourantes. J'ai scruté l'obscurité au-delà de la fosse d'orchestre. Revolver, faux point. Le reste du public masqué avait disparu. Un instant, ils étaient restés assis, mannequins d'un silence haletant. L'instant d'après, ils avaient disparu, dispersés comme des ombres au lever du soleil. Seule la présence de Duval persistait dans ma mémoire, ses traits pâles à demi révélés par la rampe, avant sa propre disparition. « Holmes ?» demandai-je d'une voix rauque. « Il est vivant ?»« Oui, » répondit Holmes sans quitter l'homme inconscient du regard. « À peine. Je crois qu'il a été drogué au laudanum, peut-être mélangé à de l'éther pour provoquer une catalepsie. Il était censé paraître mort. Un spectacle dans le spectacle. » Il se redressa, l'air sombre. Mais l'illusion n'a pas réussi à expliquer notre présence. Celui qui est derrière tout ça a voulu mettre en scène la mort symbolique de Zelden, non seulement pour nous effrayer, mais pour effacer lui. Dans quel but? Holmes jeta un coup d'œil vers le cabinet. Pour voler l'histoire. Un magicien qui disparaît laisse derrière lui un mystère. Mais un magicien qui disparaît aux mains d'un autre devient une légende. Et les légendes sont plus faciles à contrôler que leurs rivaux vivants. Avec mon aide, il hissa la silhouette inerte de Zelden sur son épaule. Nous entamâmes une lente retraite à travers le théâtre plongé dans l'obscurité, contournant accessoires et câbles enroulés, nos pas étouffés par la poussière. L'entrée des artistes était entr'ouverte. Le souffle brumeux du monde extérieur s'engouffra. Juste au moment où nous l'atteignions, Holmes s'arrêta brusquement. Là, appuyé contre le cadre de la porte, se trouvait une carte à jouer. La dame, de pique. Une seule phrase avait été écrite en lettres ondulées sur sa poitrine. Le jeu ne se termine pas lorsque le roi tombe, mais lorsque la reine tourne son visage. Holmes prit la carte et la glissa dans son manteau.
Pas de signature, pas de sceau, mais le message est sans équivoque. Pour toi, peut-être, dis-je en ajustant ma prise sur Zelden. Pour moi, c'est comme une autre énigme. Les yeux de Holmes se plissèrent. Ça fait référence à la Chélidoine. J'ai cligné des yeux. Son assistante? Sa fiancée, corrigea Holmes. Et de toute évidence, la dernière personne qui aurait pu connaître ses véritables plans avant que cette illusion ne commence. Il franchit la porte et entra dans la ruelle. Et je crains qu'elle ne soit en bien plus grand danger que Zelden ne l'a jamais été. Nous avons appelé un taxi depuis la rangée de Leicester Square et l'avons fait conduire en toute hâte jusqu'aux écuries près de Westbourne Grove, où Miss Celandine avait élu domicile temporairement pendant les turbulences du théâtre. Tandis que le fiacre traversait le brouillard avec fracas, Zelden remua une fois puis retomba dans sa stupeur, murmurant des mots incohérents comme « miroir » et « deux visages ». Holmes pressa un doigt sur les lèvres de l'homme. « Chut, mon ami, on va te mettre en sécurité. Ensuite, on trouvera le régisseur qui a écrit ton scénario. » À notre arrivée, il était presque 2 heures du matin. Les fenêtres de la résidence de Celandine étaient sombres, sauf celle du haut, où une faible lueur dorée scintillait comme la lumière d'une bougie derrière des rideaux de dentelle. Holmes descendit de cheval et se dirigea rapidement vers la porte. Il frappa une fois, 2 fois. Pas de réponse. Il s'est tourné vers moi. « Reste avec Zelden. » Holmes s'agenouilla près de la serrure et sortit ses outils. Quelques instants plus tard, la porte céda. À l'intérieur, la maison était silencieuse. Holmes a disparu dans les escaliers. J'attendais, tous les muscles tendus, le revolver en équilibre sur mon genou, et puis, crash, un bruit sourd venant d'en haut. Je me suis précipité hors du taxi, laissant le chauffeur bouche bée, et j'ai fait irruption dans l'entrée. En haut des escaliers, Holmes est sorti du hall, le visage tiré. « Elle est partie », dit-il simplement. La pièce racontait l'histoire. Une bougie avait brûlé presque jusqu'à sa base sur la coiffeuse. Le lit était défait, l'armoire ouverte, et à moitié vide. Une chaise était renversée. Sur le bureau, une page avait été arrachée du buvard. Holmes s'approcha de la cheminée. Les cendres étaient froides, mais une enveloppe à moitié brûlée avait survécu. Il l'a extrait avec une pince à épiler et l'a ouvert. L'écriture était indubitable. « Tu as toujours été trop intelligente, ma chère. Mais l'intelligence ne peut pas surpasser la conception. Tu n'étais pas l'assistante, tu étais le public. » M. Holmes examina la grille de la cheminée. Il y avait autre chose, probablement une lettre, brûlée. Il s'est tourné vers moi. Elle a été enlevée. Ou pire, convaincu de partir. Je n'ai rien dit. Il y avait peu à dire. Holmes regarda vers le loquet cassé de la fenêtre. Aucun signe d'effraction. Elle est partie avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Feinstein. Il s'agenouilla près du tiroir du bureau et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des programmes de théâtre, 2 lettres non ouvertes qui lui étaient adressées par Zelden et datées de 2 semaines auparavant, et, sous le papier de couverture, une carte pliée des West India Dock. Holmes la lissait sur le bureau. « Un deuxième entrepôt, » murmura-t-il, « marqué ici. » Il a tracé son doigt jusqu'à la jetée sud. « Watson, c'est peut-être ici que se déroule l'acte final. » Lorsque nous atteignîmes la jetée sud, le brouillard s'était légèrement levé, mais la nuit restait humide et sans vent. La structure indiquée par Holmes était un pavillon de spectacle abandonné, un bâtiment en forme de rotonde qui abritait autrefois des opérettes estivales au bord de l'eau. Il était depuis longtemps tombé en désuétude, son dôme sombre et ses piliers de bois affaissés comme de vieux os. La porte latérale était entr'ouverte. Nous sommes passés à travers. L'intérieur était étrangement silencieux. Un cercle de réverbères à gaz avait été allumé autour du centre, leurs flammes bleues et douces. Et là, au centre de la scène, en rotonde, se tenait une femme, mademoiselle Chélidoine.
Elle portait une robe pâle, les cheveux détachés, le regard fixé devant elle comme si elle observait un fantôme. Elle ne se retourna pas à notre approche. Holmes s'arrêta à quelques mètres de là. « Mademoiselle Chélidoine, » dit-il doucement. Elle tressaillit puis se retourna lentement. Ses yeux étaient cerclés de rouge, mais sa voix, lorsqu'elle parvint, était calme. Il a dit que je comprendrais une fois que j'aurais vu la scène de l'autre côté. « Qui ?» demanda Holmes. Elle a regardé au-delà de nous, et une silhouette apparut. C'était l'homme masqué du théâtre, mais maintenant, il enlevait son masque, et en dessous, il y avait un visage que nous avions déjà vu. Valerio Duval. Holmes ne parut pas surpris. « Vous étiez la dernière illusion de Marat. »« Non, » dit doucement Duval. « J'étais son héritage. L'illusion était qu'il était mort. » Il s'avança, faisant un geste autour de la rotonde. Il m'a transmis l'engin pièce par pièce, à travers murmures et ombres. Je l'ai construit pour lui. Carnou. Et Zelden devait être le sacrifice, sa renommée réutilisée, son art effacé. Holmes pencha la tête, et la Chélidoine. Elle devait être la reine, celle dont les yeux étaient témoins. L'acte final exigeait de la foi. Sans elle, cela ne signifiait rien. Les lèvres de Celandine tremblaient. Il m'a promis que je comprendrais. Mais je ne vois que de la cruauté. Le sourire de Duval s'estompa. Je vois un homme, dit Holmes froidement, tellement épris du mythe qu'il a cherché à effacer le réel. Mais le public exige toujours la vérité. Un jour ou l'autre. Duval recula vers l'ombre. Tu crois pouvoir arrêter ça? Holmes hocha la tête. Oui. Il se tourna vers Celandine. « Allons, allons, le spectacle est terminé. » Elle fit un pas hésitant, et Duval leva la main. Un sifflement soudain emplit la rotonde, du gaz s'échappant de buses cachées. Holmes se précipita et saisit ma manche. « À terre !» Nous nous sommes jetés derrière le socle central. Un jet de feu jaillit du mur du fond puis disparut. La fumée remplissait le dôme. Quand le ciel s'est éclairci, Duval avait disparu. Nous avons raccompagné Celandine jusqu'à Baker Street alors que l'aube se levait sur la Tamise, pâle et incertaine. Elle parlait peu, mais sa prise sur le bras de Holmes était ferme. Zelden restait inconscient, mais respirait régulièrement, en sécurité sous les soins d'un médecin que Holmes avait appelé d'urgence. Alors que la ville s'animait, Holmes était assis tranquillement près de la fenêtre, la carte de la dame de pique entre ses doigts. « Le jeu n'est pas terminé », a-t-il déclaré. « Mais tu as dit que Zelden était en sécurité. Et Duval, il est toujours en liberté, » interrompit Holmes. « Il était peut-être l'héritier de Marat, ou peut-être était Marat, masqué dans une chair nouvelle. Iligae. Posa la carte. « Et la reine ?» dit-il doucement en jetant un coup d'œil vers la pièce intérieure où dormait Chélidoine, n'a pas encore tourné la tête. C'est le soir suivant notre retour de la rotonde des West India Docks que Sherlock Holmes annonça, calmement, sans pompe, que le moment était venu de mettre fin à la représentation. La journée s'était écoulée dans un étrange silence. Zelden, bien qu'encore faible, avait repris connaissance, parlant par bribes indistinctes et murmurant avec fièvre. Miss Celandine, pâle et les lèvres pincées, était restée la plupart du temps dans sa chambre, n'en sortant que pour s'asseoir en silence près de la cheminée ou regarder distraitement par les fenêtres tachetées de pluie de Baker Street. Pendant ce temps, Holmes s'était livré à des préparatifs silencieux. Je l'observais rassembler les plans du cabinet gravés au serpent, marquer les registres du théâtre de lignes au graphite et rembobiner ses notes des premières étapes de notre enquête. Il consulta 2 archives de correspondance, envoya 3 télégrammes urgents à des associés de théâtre à travers le continent et commanda 2 colis scellés à Ashwell & Co., dont l'un que je n'eus pas le droit d'ouvrir. Finalement, alors qu'il approchait 10 heures, Holmes s'adressa directement à moi. « Watson, » dit-il, « tu te souviens de la dame de pique ?» J'ai hoché la tête. La carte laissée à l'entrée du théâtre. Il le brandit. Un symbole de diversion, et la clé de toute cette mascarade.
Dans les écrits privés de Mara, ceux recensés par Garroway, il parle de la reine non pas comme d'une simple carte à jouer, mais comme d'un concept, l'observatrice, le juge ultime de la vérité, celle qui se retourne et voit. Tu veux dire la Chélidoine? Oui. Et Duval, si tant est qu'il s'agisse de Duval, croyait assister à son triomphe. Mais au lieu de cela, elle n'y vit que cruauté. Son illusion se brisa, car l'observatrice détourna le visage. De la supercherie. Il se leva et fit les 100 pas. Maintenant, il faut achever le renversement. Nous allons offrir à notre illusionniste la scène qu'il désire, puis nous briserons le piège de l'intérieur. Je l'ai regardé fixement. Tu as l'intention de tendre un piège, en effet, et il doit être d'une telle nature qu'aucun illusionniste ne puisse résister à y assister. À minuit, le piège était en marche. Holmes avait organisé toute l'affaire par l'intermédiaire d'un contact à la Gazette illustrée de Londres. Une chronique théâtrale avait été mise sous presse juste avant le crépuscule, pour paraître dans l'édition du matin. Mais quelques tracts préliminaires avaient été discrètement distribués dans des zones sélectionnées de Soho et de Covent Garden, où Duval ou Mara regardaient très probablement. Le titre disait « Le retour de Zelden ». Une nuit seulement une reconstitution privée de La Lame et la cloche de verre, avec un nouveau final. Ci-dessous se trouve un paragraphe teaser anonyme. Les rumeurs sur la mort du célèbre illusionniste sont largement exagérées. Ce soir, M. Zelden réapparaîtra sur la scène de l'Empire Théâtre, vivant, intact, et prêt à dénoncer ceux qui l'ont trahi. Holmes s'est tourné vers moi tandis qu'il pliait le dépliant. Si notre homme nous observe, comme je le crois, il viendra. Son ego ne supporte pas d'être exclu du récit. Ce soir, nous lui laissons croire qu'il a encore le contrôle. Et Zelden lui-même, il ne se produira pas. Il ne sera même pas au théâtre. Holmes a tapé le colis d'Ashwell & Co. Mais quelque chose qui lui ressemble le fera. À 1h moins le quart, l'Empire Theatre a rouvert ses portes. Seules quelques personnes se glissèrent à l'intérieur, triées sur le volet, invitées personnellement par Holmes, toutes soumises au silence. Parmi elles se trouvait l'inspecteur Gregson de Scotland Yard, la costumière Elspeth Dorian et Vincent Larche, le machiniste qui avait géré le mécanisme original de la trappe. Chacun avait un rôle à jouer. Chacun n'avait reçu aucune information, au-delà de ce qu'il avait besoin de savoir. Holmes et moi étions dans les coulisses. Sur scène se dressait l'appareil reconstitué, la lame et la cloche de verre, selon des spécifications rigoureuses. Une figure de cire avait été placée sous la cloche, peinte et habillée pour épouser parfaitement les traits de Zelden. De loin, la ressemblance était troublante. Holmes me fit signe. « Prenez place dans la loge, observez le public, comptez les visages. » J'ai fait ce qui m'a été demandé et je me suis dirigé tranquillement vers notre ancien siège, dans la loge 7. Le public entra fantomatique et silencieux. J'ai compté 12 silhouettes, puis 14. Puis je l'ai vu. 4e rangée, au centre. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre et de gants blancs. Son visage était désormais nu, sans masque, mais clairement différent de notre précédente rencontre. Le sourire narquois théâtral avait disparu. Celui qui s'était présenté comme Valerio Duval affichait désormais l'expression d'un homme au bord de la révélation, ou peut-être de la déflagration. Holmes est monté sur scène. Les lampadaires à gaz se sont éteints. « Mes seigneurs, mesdames et messieurs les témoins, » commença Holmes d'une voix sèche, « la représentation de ce soir n'est pas une tromperie, mais un dévoilement. Trop longtemps, l'illusion a été prise pour la vérité. Ce soir, nous rompons ce charme. » Un murmure s'éleva parmi les spectateurs. Je jetai un coup d'œil à Duval. Il était assis en avant, les mains jointes, fixant intensément la silhouette sous la cloche. Holmes se dirigea vers le cabinet. « Ceci, dit-il, est l'illusion connue sous le nom de l'âme disparue. Dans cette illusion, l'artiste disparaît sous la menace de la destruction et réapparaît apparemment intact. Mais la question demeure. Où va-t-il? Il fit un geste vers l'appareil. Voyons voir. D'un mouvement, il abaissa la cloche. La lame planait.
J'ai vu un signal de Holmes, 2 doigts à ses côtés. Dans les coulisses, l'arche a actionné, un levier caché, une bouffée de fumée. La lame est tombée. Lorsque la cloche s'est soulevée, la figure de Cyr avait disparu. Les halètements s'élevèrent. Holmes se tourna vers le public. « Mais bien sûr, dit-il, aucun magicien ne disparaît sans aide, et aucune disparition ne se produit sans une main qui la guide. » Il s'est avancé vers l'avant de la scène. Dans chaque spectacle, il y a l'illusionniste, et derrière lui, l'ingénieur, le maître de l'ombre. Celui qui disparaît 2 fois pour vivre éternellement. Il regarda directement la 4e rangée. N'est-ce pas, monsieur Marat, l'homme au manteau s'est figé. Tous les regards se tournèrent. Holmes poursuivit d'une voix basse mais implacable. Lucien Marat est mort en 1884. Du moins, c'est ce que nous pensions. Mais sa mort était une diversion. En réalité, il a disparu derrière un élève. Un masque soigneusement fabriqué nommé Valerio Duval. Un masque porté pendant 15 ans. L'homme se leva lentement. « Non, dit-il, je ne suis pas Marat, je devenu lui. »« Exactement, répondit Holmes. Vous n'avez pas hérité de son nom. Vous construisez là, couche par couche, jusqu'à ce que vous oubliez même où un homme s'arrêtait et où un autre. » Comment c'est? Les mains de l'homme tremblaient. Tu as volé son héritage. Et tu as ensuite tenté de détruire Zelden pour avoir volé le tien. Un éclair de mouvement, Marat ou Duval, se précipita alors en avant. Je me suis levé et j'ai sorti mon revolver. Mais depuis les ailes, Gregson et ses hommes se rapprochaient. L'homme se battit avec acharnement, désespérément mais fut maîtrisé. Holmes s'approcha de lui en s'accroupissant. « Dites-moi, est-ce que tout cela en valait la peine ?» L'homme leva les yeux écarquillés. « Je étais l'illusion, murmura-t-il. Je les ai créés croire. » Holmes hocha la tête, doucement. « Oui, tu l'as fait. Mais même la plus belle illusion prend fin quand les lumières s'allument. » Dans les heures qui suivirent, des dépositions furent recueillies. La statue de Cyr fut rapportée à la boutique d'Ashwell. Celandine fut informée que l'homme qui se présentait autrefois comme son mentor, son rival et son amant, avait enfin été démasqué. Nous sommes retournés à Baker Street à l'aube. Zelden, bien que toujours en convalescence, avait assez de force pour rester assis, tandis que Holmes racontait les événements de la nuit. À la fin du récit, il ne dit rien, se contentant d'acquiescer lentement et de tourner son regard vers la fenêtre. Chélidoine était assise à côté de lui, la main sur la sienne. Il ne disait rien à voix haute. Peut-être n'y avait-il rien à dire. Holmes se versa une mesure de cognac. « Eh bien, Watson, dit-il en fixant l'âtre, nous avons démêlé l'illusion. Et pourtant... » Je me tournai vers lui. « Et pourtant... » Il expira. « Une partie de moi se demande si chaque homme qui disparaît en quête de grandeur ne fuit pas simplement la certitude qu'aucune illusion ne peut durer éternellement. » Je n'ai rien dit. Le feu crépitait doucement, et dehors, le brouillard matinal de Londres revenait lentement des rues. Le matin suivant la confrontation finale s'annonça gris et calme sur Baker Street. Une fine bruine s'accrochait aux fenêtres comme une brume, et l'agitation habituelle de la rue en contrebas semblait apaisée, comme si Londres elle-même était en deuil du théâtre d'ombre qui touchait enfin à sa fin. Dans le salon du 221B, l'âtre brûlait faiblement, sa chaleur plus symbolique que nécessaire, et Holmes se tenait devant lui dans un état que je l'avais rarement vu, immobile. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis notre retour. La victoire de la soirée, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, n'avait apporté aucune trace de triomphe. Pas de déduction solennelle, ni de théâtralité post-mortem. Seulement un silence pesant, tandis qu'il remontait son violon, l'accordait avec des doigts exercés, puis le reposait sans jouer une seule note. Il était presque 10 heures lorsque Miss Celandine descendit l'escalier, vêtue de gris de deuil. Elle se déplaçait comme une femme qui aurait traversé un rêve et se serait réveillée transformée. Il y avait un peu plus de lumière dans ses yeux, certes, mais aussi quelque chose de perdu derrière eux, quelque chose d'irrécupérable.
Puis-je m'asseoir avec lui demanda-t-elle doucement. Holmes fit un signe de tête vers la pièce, voisine. Zelden, encore pâle et en convalescence, était allongé sur le canapé sous une couverture de laine. Ses mains, autrefois si sûres des contours soyeux des illusions, étaient maintenant immobiles, les doigts légèrement recourbés comme s'ils s'accrochaient à des choses depuis longtemps disparues. Lorsque Celandine entra, il leva les yeux et tenta un sourire. Je me tournai vers Holmes. Il lui faudra des mois avant de pouvoir à nouveau se produire, si jamais. Holmes haussa légèrement les épaules. Peut-être, mais la scène ne lui procure plus la même illusion. Il a vu derrière le rideau de velours. J'ai réfléchi à cela. Pensez-vous qu'il ait jamais soupçonné Duval? Holmes répondit lentement. Je crois qu'il le craignait. Il y a une différence. Zelden a bâti sa carrière sur l'invention d'un autre. Il le savait. Duval ou Marat était le jugement qu'il avait toujours anticipé. Il se dirigea vers le bureau où se trouvait toujours la reine de pique, son message énigmatique désormais altéré par les manipulations. « Vous savez, Watson, » dit Holmes en retournant la carte entre ses doigts, « cette affaire me rappelle quelque chose que le professeur Moriarty a dit un jour, avant Reichenbach. » J'ai haussé un sourcil. Moriarty. Il m'a dit, avec la plus grande civilité, que le plus grand mensonge qu'un esprit puisse se raconter est que le public compte moins que la performance. Holmes sourit faiblement. Il avait tort, bien sûr, mais de justesse. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Gregson arriva avec le rapport officiel. L'homme autrefois connu sous le nom de Valerio Duval avait été placé en garde à vue sous le nom de Leontes Gray, ce qui était confirmé par le recoupement des documents des archives exhumées par Garroway. Ces empreintes digitales correspondaient à celles retrouvées sur les vieux accessoires de théâtre de Marat, et une perquisition dans son appartement avait révélé des notes, des schémas et des traités philosophiques écrits de la même écriture bouclée et tranchante que celle des lettres de menace. « Il est calme pour l'instant, » nous a dit Gregson, « discret, voire courtois, mais il y a une expression dans ses yeux, comme s'il était encore sur scène. » Holmes replia le rapport. Il ne l'avait jamais quitté de son esprit. Gregson hocha la tête. « Il n'y aura pas de procès public. Scotland Yard veut que cette affaire soit scellée. Trop de questions, trop de journaux qui qualifieraient cela de complot théâtral. » Il regarda Holmes. « Ils voudront une déclaration finale de votre part, bien sûr. » Holmes eut un sourire rare. « Dites-leur que l'affaire s'est terminée dans une salle vide, sans aucun témoin hormis les ombres. » Gregson rit malgré lui. « C'est plus poétique que juridique, monsieur Holmes. » Holmes leva son verre. « Alors, que ce soit la seule illusion que j'ai jamais eu plaisir à créer. » Ce soir-là, Zelden était assis près du feu, Celandine à ses côtés. Holmes, d'une gentillesse inhabituelle, lui offrit sa propre chaise et s'allongea sur le rebord de la fenêtre, une jambe étendue sur le rebord, tandis qu'il regardait le brouillard s'installer à nouveau. La voix de Zelden, quand elle arriva, était sèche mais claire. Il disait toujours que l'héritage comptait plus que le mérite. C'est ce qu'il voulait, qu'on se souvienne de lui. Pas qu'on l'applaudit, pas qu'on l'aime. Holmes hocha la tête sans le regarder. « Et vous, monsieur Zelden, que voulez-vous maintenant ?» L'illusionniste regarda le feu. « Ce n'est plus la scène, plus maintenant. Je crois que j'ai confondu l'évasion avec l'art. Maintenant, je vois que ce n'est plus la même chose. » Holmes tapota la cendre de sa cigarette. La plupart des hommes n'apprennent cette leçon que lorsqu'il est trop tard. Il regardait rarement vers Celandine. Pas tous les hommes. Alors que la nuit tombait à nouveau sur les rues de Marylebone, Holmes et moi partagions un dîner tranquille. Il mangeait avec modération, l'esprit ailleurs, comme c'était souvent le cas lorsqu'une affaire se concluait sans coupable ni résolution claire. Finalement, il se leva et alla chercher son violon. Les premières notes qu'il joua n'étaient pas ses habituels méandres dissonants, mais quelque chose de doux et de mélancolique. Une valse. Celle-là même que nous avions entendue sur le gramophone de l'Empire Théâtre. « Tu sais, dis-je, tu n'as jamais expliqué comment tu avais deviné qu'il y aurait une figure de cire sous le pot.
Il joua une autre note, puis dit « Cela n'a jamais été destiné à tromper moi, Watson. C'était destiné à tromper Louis Duval, Marat. Ne pouvait résister à l'envie de voir Zelden discrédité. C'était son ultime pulsion. Il viendrait, ne serait-ce que pour savourer sa chute. J'ai regardé la lumière du feu jouer contre les murs, et la lame émoussée, et la trappe verrouillée. Les doigts de Holmes dansèrent sur les cordes. Le seul danger était pour nos propres perceptions. Avant de nous coucher, je me suis retrouvé à m'attarder à la fenêtre, à regarder la lumière de la lampe vaciller dans la brume. J'entendais encore les faibles échos des pas sur les scènes, des miroirs qu'on remettait en place, des applaudissements murmurés depuis longtemps éteints. Holmes se tenait à côté de moi. « Tu crois qu'il était fou ?» demandai-je. « Marat, Duval, qui qu'il soit vraiment. » Holmes a réfléchi à cela. « Non, dit-il enfin. Pas fou, juste perdu dans son propre reflet. » Il se détourna du verre. « Tous les illusionnistes sont hantés par une question. Watson, que reste-t-il lorsque le public cesse de regarder ?» C'est environ 3 semaines après le démasquage de Valerio Duval, alias Léonté Gray, et peut-être même, dans un sens fracturé, de Lucien Marat, que la question de Le Gambit de l'illusionniste l'affaire touchait à sa fin, silencieuse. Les sacs, journaux n'en parlèrent pas beaucoup. L'incident fut occulté par des titres plus acceptables. Un scandale diplomatique à Vienne, un incendie d'usine près de Whitechapel et la prochaine saison d'opéra à Covent Garden. Rien ne fut publié sur les théâtres de minuit, ni sur les sosies de cire. Scotland Yard, toujours prudent face aux affaires frôlant la folie ou le mystère, classa l'affaire pour obstruction à la représentation publique et suspicion de coercition. Aucune accusation ne fut rendue publique. Le monde détourna poliment la tête, mais Holmes n'avait pas oublié. Et je pense il n'avait pas lâché prise. Il restait assis de longues heures près du feu ces semaines-là, la dame de pique toujours à proximité, nichée entre les pages d'une édition reliée en cuir de lard, de la tromperie sur scène, qu'il étudiait avec une sorte de résignation méditative. Parfois, j'entendais le léger frottement de l'archet sur les cordes, tandis qu'il tirait de son violon des fragments de cette valse envoûtante, celle jouée lors de la représentation fantôme à l'Empire Théâtre, celle que personne d'autre ne pouvait désormais entendre sans se souvenir de la fumée et des chambres miroitantes. Ce n'était pas la tristesse qui s'emparait de Holmes à cette époque, ni le triomphe, mais quelque chose de plus calme, comme si, pour une fois, il s'était aventuré trop loin dans le labyrinthe et avait aperçu l'homme au centre, ni un méchant, ni un génie, mais simplement un reflet. Un matin, j'ai trouvé une lettre qui m'était adressée, oblitérée par un village du Devon. L'écriture était légère, féminine et soignée. C'était de Miss Celandine, cher Dr. Watson. Monsieur Holmes m'a dit un jour que les illusions ne sont pas des mensonges, mais des arrangements de la vérité. Je suppose que je n'avais jamais compris ce qu'il voulait dire jusqu'à présent. J'ai emmené Monsieur Zelden dans un endroit calme où il peut se remettre, non seulement du laudanum ou de la honte, mais aussi du bruit de la surveillance. Il ne désire plus être sous les feux de la rampe. Je n'ai plus peur du silence. Nous lisons votre chronique dans The Strand tous les dimanches. Elle nous rappelle que même les histoires les plus étranges peuvent être nommées, à défaut d'être pleinement expliquées. Dites à M. Holmes que j'ai laissé la dame de pique pour lui dans le train. Ce n'était jamais ma carte. Avec gratitude. Clarisse Chélidoine, je l'ai lu à voix haute à Holmes debout près de la fenêtre, la lumière matinale éclairant son profil comme le début d'une scène. Il est resté immobile pendant que je parlais. Quand j'ai eu fini, il a simplement tapoté sa pipe sur le rebord et a dit « La reine ne joue jamais. Elle ne fait que regarder. » Un léger sourire effleura ses lèvres, et pourtant son regard façonne tout le jeu. 2 jours plus tard, nous avons reçu des nouvelles de l'inspecteur Gregson, Léonte Gray, toujours appelé Duval dans les dossiers privés, s'était évadé lors d'un transfert vers un asile privé près du Hertfordshire. Aucun signe de libération forcée, aucune serrure cassée. 1 minute,
Il était sous surveillance dans une pièce fermée à clé. La minute suivante, il avait disparu. Seule trace laissée derrière lui. Une armoire ouverte avec un miroir tourné vers l'intérieur. Holmes lut le télégramme en silence, puis le plia et le glissa dans la poche de son gilet. « Eh bien, dit-il doucement, cet homme était un illusionniste. » J'ai cligné des yeux. « Tu crois qu'il s'est échappé grâce à la mise en scène ?» La voix de Holmes était très basse. « Non, je pense qu'il s'est échappé grâce à sa foi, la sienne. » Je frissonnais. « Alors tu crois qu'il pourrait revenir ?» Holmes ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha du feu, attisa les braises et parla sans se retourner. Nul homme n'exécute un acte aussi parfait plus d'une fois. S'il est parti, c'est qu'il le pensait. Il n'y aura pas de rappel. Ce soir-là, nous dînâmes modestement. Une volaille rôtie et des légumes bouillis de Madame Hudson, ainsi qu'un Bordeaux que je gardais depuis le Nouvel An. Holmes buvait peu, mais je remarquai qu'il semblait plus à l'aise qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Il parla d'autre chose, d'un faussaire arrêté à Limehouse, d'un curieux télégramme codé reçu de Mycroft, de la forme particulière d'une empreinte de pas qu'il avait observée le matin même devant le bureau de tabac d'Oxford Street. Mais alors que les braises s'éteignaient, notre conversation revint, inévitablement, à l'illusionniste. « Tu m'as dit un jour, dis-je, que les criminels agissent par impulsion et non par principe. Ce sentiment obscurcit le calcul. Tu y crois encore ?» Holmes a réfléchi. « À cela ?»« Non, dit-il. Pas dans ce cas. Marat ou Gray a agi avec philosophie. Cela le rendait dangereux, mais aussi, curieusement, condamné. Comment ça? Parce que la philosophie recherche la cohérence. Mais l'illusion exige la contradiction. On ne peut pas croire et tromper en même temps, pas pour toujours. Finalement, le magicien devra affronter la vérité. Je versai le reste du Bordeaux. Et quelle vérité crois-tu qu'il ait vue? Le regard de Holmes se dirigea vers l'étagère, où la reine de pique reposait désormais dans un petit cadre en laiton. Ce spectacle n'a jamais été une question d'évasion, a-t-il dit. Il s'agissait d'être vu. Ne serait-ce qu'une seule fois, vraiment vu. Et lorsque Celandine s'est détournée de lui, il a perdu le seul miroir qui ait jamais compté. J'ai hoché la tête lentement. Puis, il a disparu. Dis-je. Pour la dernière fois, Holmes prit une longue inspiration. Ouais, comme toutes les illusions, il ne laissa derrière lui que la question. Et ainsi cela s'est terminé. L'histoire, qui commençait par la disparition d'un homme devant un public, se concluait par la disparition d'un autre homme. Derrière, le silence. Pas d'applaudissements, pas de rappel, juste un cabinet vide, une femme en deuil et un détective qui, une seule fois, laissa l'affaire non résolue, en esprit, sinon en fait. Dans les semaines qui suivirent, Holmes reprit son rythme, habituel. De nouvelles affaires arrivèrent. Une rencontre avec une comtesse autrichienne, une lettre codée impliquant un trafic d'ivoire et le vol d'un œuf Fabergé dans une ambassade de Méfère. Le monde, comme toujours, continuait d'avancer. Mais de temps à autre, je le surprenais à jeter un coup d'œil vers le cadre qui contenait la dame de pique. Pas par obsession, ni même par regret, mais avec une sorte de révérence, comme si la carte lui rappelait que même les calculs les plus froids laissent derrière eux des échos humains. Un après-midi de fin d'automne, alors que les feuilles s'éparpillaient comme des cendres sur Baker Street, j'ai trouvé Holmes sur le toit de l'immeuble, son manteau bien serré, un violon à la main. Il jouait, non pas les accords saccadés de ses humeurs les plus pensives, mais cette valse à nouveau, douce, mesurée. Elle flottait sur les toits comme un adieu. Quand il m'a remarqué, il a baissé l'arc. « Il y a une étape dans la vie de chaque homme, Watson, a-t-il dit, qu'il construit non pas pour performer, mais pour disparaître. » Il se détourna, plaçant le violon sous son bras. « Et lorsque le rideau tombe, a-t-il ajouté, ce ne sont pas les applaudissements qui persistent, mais le silence.